projet à descendre. On va faire un petit temps une première partie, une petite présentation par Pascal Carrère du LIT, de l'expérience et un petit peu des enseignements. Enfin, les enseignements qu'ils ont pu avoir, puis les trois projets vous seront présentés Bien, bonjour à tous. Donc juste simplement pour revenir, en préparant cette introduction à cette journée de ce matin, je suis reparti un peu dans l'histoire et les premières initiatives et les premières réflexions autour de ce LIT, ça date de 2017. Donc on est vraiment dans du temps long. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, que ce soit le cluster, le LIT ou cette plateforme collaborative, c'est toujours inscrite dans ce temps long et on espère la pérenniser encore longtemps. Donc les premières réflexions 2017, présentation devant le comité sciences et techniques en mars 2018 pour validation du projet et du principe sur lesquels quand même aussi on était innovateur dans le sens où on s'était proposé de partir justement de ce qui était l'émergence de la recherche participative et collaborative pour essayer de porter des innovations au niveau de ce territoire et du cluster qui était lui aussi émergent. Donc en 2019, on a déposé un projet, on a été soutenu par nos partenaires et nos financeurs. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui et puis les expériences qui sont là sont le produit de cette démarche-là sur la création dans la phase d'émergence d'un laboratoire d'innovation territoriale d'élevage à l'herbe à l'échelle du massif. Donc le contexte que l'on avait, c'était vraiment de vouloir faire un outil dédié qui était dédié à l'innovation pour valoriser justement ces produits qui étaient issus d'un élevage à base d'herbe, mais également avec une volonté de l'ancrer de façon extrêmement importante sur les territoires de notre massif. Donc ça, les objectifs que l'on avait, on avait repris les finalités un peu du cluster, qui était la valorisation d'une ressource qui était liée à des activités d'élevage, et surtout parce que simplement on sortait d'un certain nombre de projets, en particulier de projets CASDAR avec des SICO, qui exprimaient la nécessité d'avoir des produits qui exprimaient aussi le potentiel d'un territoire. Donc cet ancrage à un territoire a toujours été vraiment quelque chose d'important. Notre ambition, c'était d'assurer une durabilité à l'échelle de la filière. Donc ça voulait dire tenir compte des caractéristiques des territoires, mais aussi assurer un lien fort entre l'amont qui produisait et l'aval qui valorisait, et en promouvant toutes les démarches d'innovation qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire toutes les innovations techniques ou les propositions qui pouvaient se trouver elles-mêmes à l'échelle des exploitations agricoles ou à l'échelle des entreprises qui valorisaient ces produits. Donc ça, le projet que l'on avait, c'était réellement d'arriver sur des approches qui étaient par de la co-conception sur ces systèmes, qui permettaient à la fois de quantifier le potentiel économique de l'herbe, c'est-à-dire d'apporter des références et de montrer que ces choses-là étaient possibles et que travailler dans des élevages et valoriser les produits, c'était viable, de caractériser justement ces services rendus à l'ensemble de la société, donc c'était contribuer aussi au débat qu'il y avait sur la place de l'élevage dans nos sociétés, de promouvoir l'identité du territoire, de répondre aux attentes qui étaient sur l'attractivité, et puis de la sécurisation, c'est-à-dire de répondre à tous les aléas, quels qu'ils soient biotiques ou abiotiques, mais simplement essayer d'anticiper, justement par ces démarches d'expérimentation et d'innovation, les adaptations possibles. Donc la proposition qu'on a eue, ça a été de se baser sur un outil qui était collaboratif, c'est-à-dire qui plaçait les usagers au centre de ce dispositif. Donc en gros, ce qu'on aimait à l'époque de dire, c'était un outil qui était construit par les usagers, pour les usagers. Et donc c'était un incubateur d'expérimentation. Donc maintenant, quand on a commencé à travailler sur ces choses-là, c'était encore des vocabulaires qui étaient peu utilisés. Maintenant, vous allez le trouver dans un grand nombre à la fois de politiques publiques ou dans un grand nombre d'appels d'offres. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était relativement peu développé et sur lesquels on a dû faire relativement nos preuves. Et en particulier lorsqu'on l'appliquait sur une filière qui était extrêmement diversifiée, très peu structurée et sur lesquelles il a fallu arriver à convaincre. Et puis autour de ça, on s'est dit, si on veut que ça marche, il faut aussi qu'il y ait un environnement, et cet écosystème, donc on l'a créé en mettant les collectivités, la recherche et le développement, mais également des entreprises. Et donc vous le verrez à travers les projets qui illustreront ensuite par la présentation,
comment ces choses-là peuvent se mettre, hein, c'est-à-dire comment, en partant d'une question qui est ancrée sur un territoire et d'initiative d'acteurs, on peut l'accompagner, faire de l'expérimentation in situ. Et nous, l'important, c'était de pouvoir aussi apporter une évaluation et montrer que ces choses-là pouvaient être quantifiées et qu'elles étaient possibles, simplement parce que c'était ça qui allait assurer la diffusion de ces initiatives. Donc on était vraiment dans une logique de création et de partage de valeur au bénéfice de tous, hein, qui allait de l'émergence du projet et de l'idée qu'on aidait à construire, ensuite de pouvoir développer par des protocoles et par des suivis, de co-construire ces solutions innovantes, c'est-à-dire de leur donner du corps et de pouvoir leur permettre de s'exprimer, et puis de les tester dans des situations pour aller jusqu'à la production de résultats qu'on pourrait ensuite diffuser. Donc ça a conduit à un appel à idées, hein, qui a été proposé. On a eu 13 initiatives, 5 ont été retenues par le comité de sélection. Et donc sur ces 5 projets, vous aurez 3 projets qui seront présentés aujourd'hui. Donc ici vous voyez ces 5 projets, hein, qui étaient sur des thématiques qui étaient relativement différentes. Et ce qui était important, c'est que lorsque on regarde, elles se positionnent toutes, hein, sur les 5 axes qui sont les axes de construction du cluster, c'est-à-dire l'organisation et sécurisation des filières, l'optimisation des systèmes d'élevage, la gestion et le maintien d'une ressource, la vitalité des territoires, et puis aussi la connaissance et la valorisation de la typicité des produits. Et de tous ces projets, dans leur construction, ont essayé de répondre à plusieurs de ces axes, simplement parce que c'est des questions qui sont traitées, sont des questions complexes, qu'elles sont souvent multifactorielles. Donc, comme je vous le disais, la proposition, hein, sur le LEAD, c'était un projet qu'on avait appelé émergent. C'était un projet expérimental qui était destiné à voir comment on pouvait construire et comment on pouvait développer ces démarches d'innovation territoriale. Et donc on a utilisé aussi cette animation avec les porteurs de projets sur un certain nombre de réunions de suivi et de bilan pour essayer d'identifier leurs besoins et les accompagnements. Et puis on a essayé de travailler, essayer de voir quelle était la plus-value aussi, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir ces activités collaboratives, qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport à des projets classiques. Donc la première plus-value qu'il y a eu, ça a été le renforcement de la collaboration entre les partenaires et entre les acteurs. Donc ça, c'était de créer du lien. La deuxième chose, c'est que tous nous ont dit, c'est que ça a permis d'avoir des projets qui prennent en compte des réalités de terrain, et puis de créer un réseau de porteurs entre ces initiatives, c'est-à-dire de partager ces expériences, ces difficultés, ces méthodes, et en particulier aussi d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir être dans une démarche d'amélioration continue. Par contre, on a identifié un certain nombre de difficultés et de verrous. En particulier, le premier, c'est que ces projets, même si on mettait l'acteur au centre du système, ils ne pouvaient pas s'auto-développer et qu'il y avait la nécessité d'avoir une animation dédiée extrêmement importante. Et donc ça, ce sont des choses qu'on a aussi fait remonter régulièrement à nos financeurs en disant que même si on parle d'innovation, l'innovation, ce n'est pas que de l'investissement, et s'il n'y a pas d'animation qui va derrière, on risque de ne pas avoir les résultats qui sont attendus. Donc l'importance aussi de maintenir cette animation sur les territoires, parce que c'est ça aussi qui va faire le lien. C'était la nécessité aussi de trouver un modèle économique. C'est une des difficultés que l'on a, et j'y reviendrai plusieurs fois dans cette présentation. C'est-à-dire que sans modèle économique qui soit à peu près viable, on n'arrivait pas à pérenniser ces initiatives. Et donc ça, c'est encore une question critique, hein, que l'on a et sur laquelle on discute. Et puis le troisième point, c'était la capacité à mobiliser le partenariat. Donc partenariat, c'est non seulement les gens qui vont s'investir dans ces projets-là, mais ça va être aussi les gens qui vont l'accompagner, que ce soit la recherche, que ce soit le développement économique. Et donc ça, cette question de la mobilisation tout au long du projet reste quelque chose d'important. Et on a exactement la même question, on en discutait ce matin avec des collègues sur la participation au comité scientifique et technique. Et encore une fois, il est extrêmement important de diversifier les participations pour la richesse de ce que l'on est capable de produire, que ce soit à travers les partenaires de la recherche ou les partenaires des entreprises. On a besoin de cette mixité et de cette différence pour assurer un relais sur un certain nombre de choses. Et puis l'autre point extrêmement important que nous ont fait remonter les porteurs de projets, qu'on pourra retrouver dans leur présentation, ça a été un besoin de professionnaliser tout ce qui va être sur l'ingénierie de projet et également sur l'animation. Beaucoup nous ont dit, on y est un peu allé en s'improvisant, en disant qu'animer un groupe, voilà, ça doit s'apprendre sur le terrain. Et beaucoup ont exprimé la nécessité, voilà, d'être accompagnés dans ce sens-là aussi pour pouvoir durer.
Et puis on a identifié un certain nombre de pistes d'amélioration, que ce soit sur justement les modèles économiques, j'en parlais, donc une réflexion qui est toujours en cours, et puis de simplifier aussi l'accompagnement qu'on peut avoir, c'est-à-dire de trouver la façon dont on va pouvoir apporter un appui à ces milieux, et le renforcement des missions de transfert, on y reviendra en conclusion. Donc par rapport à ça, au niveau du LEAD, on a essayé aussi d'analyser un peu plus les processus qu'il allait y avoir derrière et qui étaient les facteurs clés de succès. Donc le premier sur lequel on a réfléchi, c'est sur l'implication des usagers, c'est-à-dire comment, lorsqu'on va être dans un dispositif où on va mettre les utilisateurs au centre du dispositif, c'est aussi comment les mobiliser. Ce sont des professionnels, souvent ils viennent avec une question, mais là où ce qu'on va leur dire, c'est qu'on va vous donner les moyens de traiter et de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous apporter quelque chose qui va être tout fait, mais c'est vous qui devez vous impliquer. Et ça, on s'est rendu compte que travailler sur la disponibilité, la capacité à s'investir, la capacité justement à travailler ensemble, ce sont des choses qui sont aussi relativement complexes à mettre en œuvre. Et d'autant plus lorsqu'on va être confronté à ses propres difficultés, c'est-à-dire souvent qui sont des limites qu'on n'arrive pas à en dépasser. Donc ça a été quelque chose qui était très important, et dans les expériences qu'on vous présentera, souvent ça s'est fait avec le temps. Il y a des projets qui ont démarré extrêmement vite parce que les collectifs étaient très structurés, et puis des collectifs qui ont mis plus d'1 an ou 1 an et demi à démarrer avant d'arriver à trouver qu'est-ce qui pourrait être le moteur réellement qui va leur insuffler leur énergie. Et puis on a encore des projets qui sont toujours en train de se rechercher et de progresser et d'améliorer sur la question qui se pose et de voir quel est l'intérêt que ce collectif peut porter. Dans tous les cas, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu une diversité extrêmement importante de la façon de faire et des outils d'utilisation. Donc ça nous convainc qu'il est extrêmement important. L'animation et le pilotage de ces projets-là, c'est aussi de l'innovation. Et c'est-à-dire qu'encore une fois, l'innovation, elle n'est pas que technique. Et dans un certain nombre de collectifs, tout ce qui était les processus d'innovation organisationnelle avait beaucoup d'importance aussi pour arriver à répondre à ces questions. L'autre point, c'était sur l'implication de la communauté d'acteurs, donc qui était importante. Souvent, lorsqu'on avait des communautés qui étaient assez larges, même si des fois on avait certains collectifs qui se sentaient un peu éloignés, dans tous les cas, ça a amené une énorme richesse parce que ça a amené un point de vue qui était un peu différent que celui du groupe cœur. Par contre, ce qui a été relativement long à mettre en place, c'est la capacité à instaurer un réel climat de confiance au sein du collectif, c'est-à-dire d'avoir la capacité de pouvoir se dire les choses de façon factuelle, de pouvoir échanger les points de vue, et ça c'est pour faire émerger des solutions, émerger des consensus ou émerger des positions avec lesquelles la majorité va adhérer et qui permettra d'être la piste que l'on va explorer. Et donc ça se base essentiellement sur cette capacité aussi par les porteurs à pouvoir développer une réelle animation de ces groupes et de pouvoir donner la parole à tout le monde. Et puis le troisième point qui a été extrêmement important et qui a été apprécié, c'était l'expérimentation en conditions réelles, c'est-à-dire rendre les choses concrètes. C'est une réponse à souvent un certain nombre de projets qui produisent des résultats. On a la question de comment est-ce qu'on transfère, qui va au-delà de la diffusion dans le transfert, c'est-à-dire comment réellement on va pouvoir donner des choses dont les acteurs et les utilisateurs vont pouvoir acquérir les compétences qui vont être nécessaires pour leur mise en œuvre. Et puis l'autre point, ça a été de pouvoir mettre en place des références, alors qu'on appelle contextualisées, c'est-à-dire qui vont donner un sens et qui parleront directement à ces collectifs. Donc ça, c'était des choses qui étaient importantes, avec d'autres points qui étaient sur la faisabilité aussi, c'est-à-dire entre l'idée que l'on en a, on s'est rendu compte qu'avec un certain nombre de collectifs, en fin de compte, d'arriver à mettre en place ces innovations dans son exploitation et puis de la faire vivre au quotidien, en fin de compte, ça a amené à réviser les questions, à revoir les ambitions qu'il y avait au départ, et ça se questionnait aussi sur ses propres pratiques. Donc ça nous a amené à repositionner un petit peu à l'issue de cette phase d'émergence le positionnement du lead par rapport au cluster, et donc en gros d'identifier que le besoin essentiel, c'était de faire de cet instrument et de cet outil un facilitateur dans le transfert, et donc d'être dans un appui, tout ce qui était autour de l'innovation, de l'expérimentation et du transfert, c'est-à-dire d'être vraiment à l'interface entre ces aspects acteurs socio-économiques, recherche, simplement parce que c'était la nécessité aussi de travailler à l'ensemble de ces projets. Nicolas vous disait 103 projets qui sont portés, et de pouvoir en retirer les résultats et de pouvoir les rendre utilisables par le plus grand nombre.
Donc ça partait d'un lien hein, où on va essayer de travailler dans le futur sur capter ces idées de terrain, quels sont les besoins, comment est-ce qu'on va les faire émerger ou les transformer en questions de problématiques de recherche, comment est-ce qu'on peut améliorer ce lien entre le besoin de terrain et la recherche qui est plus académique. Donc on vous a présenté le dispositif qui était autour de l'ISIT et du CIR 1. Et puis ensuite une question qui est assez importante, toujours de travailler sur la démultiplication de ces expérimentations, c'est-à-dire comment ce qui va marcher dans une certaine condition avec un groupe donné, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de le transférer dans d'autres territoires qui ont des besoins qui sont similaires, mais pas nécessairement la même structure, la même animation, les mêmes compétences. Donc ça, on est vraiment sur des questions qui sont vraiment profondes sur le transfert du résultat. Donc simplement pour conclure, simplement, il y a un site dédié sur lequel vous allez pouvoir trouver l'ensemble de ces choses-là. Et puis de reprendre la devise qu'on a eue au cours de ces années, hein, c'était de dire le lead, c'est vraiment ensemble, de donner vie à nos idées, voilà, pour faire de l'élevage à l'herbe un levier de performance à l'échelle du massif. Et puis je voudrais conclure en remerciant aussi deux collègues, hein, donc Céline Autogali et Louise Mazurier, qui ont été animatrices du LIT pendant ces 3 années et qui maintenant sont partis vers d'autres expériences professionnelles. Merci de votre attention. Bonjour, donc je vais vous parler de Coccinelle. Coccinelle pour co-concevoir avec les citoyens un nouvel élevage laitier écologique de montagne. C'est un projet de recherche participatif qui expérimente différents types d'interactions chercheurs-acteurs dans la conception de systèmes d'élevage. Donc c'est une présentation que le groupe Coccinelle a préparée, notamment Chantal Chassin, qui est là. Alors, le projet Coccinelle est né dans le... Le projet Coccinelle est né dans le Massif central, où les élevages sont confrontés à un problème, ça a déjà été dit, d'attractivité du métier. Donc la moitié des fermes laitières de la région Aura est gérée par un exploitant de plus de 55 ans. Et puis à ce défi démographique vient s'ajouter la nécessaire transition agroécologique, c'est-à-dire l'évolution vers des modèles et des pratiques plus durables et plus résilientes. Dans ce contexte, la finalité du projet était d'imaginer ces élevages de demain, à la fois du point de vue des pratiques agroécologiques, mais aussi pour répondre aux attentes des citoyens, de la société et des éleveurs. L'ambition étant d'impliquer les éleveurs et les citoyens dans la co-construction de solutions. Actuellement, Coccinelle est coordonné par un groupe de 5 scientifiques de Etagrosup et d'INRAE, qu'on appelle le cocon entre nous. Le collectif réunit une soixantaine d'acteurs du territoire et de la filière autour d'une animatrice. Donc vous voyez sur ce graphique, hein, il y a des acteurs du territoire, des éleveurs, des animateurs d'associations d'éleveurs, des conseillers agricoles et autres. Mais il y a surtout maintenant des citoyens, et on appelle des citoyens des acteurs du territoire qui ne travaillent pas dans le secteur agricole. Et parmi ces acteurs, 30 sont particulièrement impliqués dans les différents dispositifs participatifs. Notre démarche de travail s'appuie sur 3 piliers, le partage de connaissances, la collaboration entre différents acteurs internes ou externes au domaine de la recherche, et la réflexivité sur le processus participatif. Cette démarche nous semble indispensable pour partager des objectifs, des méthodes et des résultats, notamment auprès des éleveurs ou des collectifs d'éleveurs, pour rendre nos connaissances plus actionnables, car elles sont co-construites avec des acteurs qui apportent leurs connaissances, pour favoriser l'innovation à différentes échelles et pour accompagner le changement.
Alors, le projet a vu le jour en 2018 avec la constitution d'un collectif d'acteurs du territoire pour co-construire. L'idée de base était de co-construire et mettre en place et évaluer un système d'élevage bas intrant expérimental sur une ferme expérimentale dans l'idée de rendre les fermes plus autonomes et plus résilientes. En 2019, donc un an après, il a fallu préciser les valeurs et les objectifs du projet. Et le terme d'élevage éco-citoyen est apparu. Et ça a été un élément fédérateur pour le collectif qui a décidé donc qui dans un premier temps a essayé de définir ce concept d'élevage éco-citoyen et puis qui a décidé d'intégrer des citoyens dans le processus de co-conception. Donc dans ce nouveau contexte, le groupe de coordination a ressenti le besoin de développer des connaissances et des compétences en recherche participative et en action collective. Notre problématique initiale était comment favoriser la durabilité des systèmes d'élevage laitier sur notre territoire, et donc est venue s'ajouter l'idée de comment reconnecter élevage et société par le biais de la recherche. Donc, pour répondre à tous ces problèmes, l'idée a été de bâtir un plan d'action autour de 3 dispositifs qui sont représentés ici. Donc, d'une part, ce fameux démonstrateur, cet essai système que nous avons baptisé Marcinelle, une thèse donc, sur l'inclusion des citoyens, et puis un réseau d'initiatives pour partager les savoirs. Dans le même temps, nous avons recherché des financements pour faire fonctionner ces 3 dispositifs et également pour bénéficier d'une animatrice pour dynamiser le projet et le suivre tout au long. Là aussi, comme ça a été dit, c'est quelque chose de très très important. Bon, il faut noter que le début du projet a coïncidé avec le Covid et que les débuts ont été un peu chaotiques. Je vais maintenant vous présenter rapidement 2 des dispositifs mis en place. Donc le premier, c'est le démonstrateur Marcinelle. Donc il a démarré concrètement au printemps 2020. Il s'agit donc d'une expérimentation système sur une mini-ferme expérimentale de démonstration située à Marcenat, dans le Cantal, en 100 mètres d'altitude, sur l'unité expérimentale Herbipole Inrae. Au sein de cette unité, nous avons un troupeau dédié de 28 vaches laitières et des génisses qui vont avec, des Holstein et des Montbéliard de départ, et un parcellaire de prairies permanentes dédié de 62 hectares. Sa finalité, c'était de transformer le concept d'élevage éco-citoyen en un ensemble de pratiques en s'appuyant sur un processus de co-conception. Pour cela, donc, nous avons défini à la fois des objectifs biotechniques, comme par exemple expérimenter des combinaisons de pratiques agroécologiques en rupture avec le territoire et ou risquées d'un point de vue économique pour les éleveurs. Alors on peut citer ce qui fait quand même la particularité de Marcinelle, c'est-à-dire que c'est un élevage 100% herbagé, avec des vélages groupés au printemps, pas de concentré acheté, pas d'azote minéral sur les parcelles, une répartition des fauches pour la biodiversité, un élevage d'une grande partie des veaux par leur mère jusqu'à l'âge de 3 à 6 mois, et puis plus récemment la plantation de haies ou l'introduction d'une race rustique locale. Autre objectif biotechnique, évaluer le système au fil de son évolution et également le consentement à payer par le consommateur pour en assurer la pérennité. Alors une des particularités de Marcinelle, c'est que depuis 2 ans, il est piloté par un comité de pilotage qui est multi-acteur, où il y a à la fois du personnel de l'unité expérimentale, des chercheurs, des éleveurs, des acteurs du territoire et des citoyens de la commune de Marcenat. Il y a aussi donc des objectifs qui relèvent plus des sciences sociales sur Marcinelle, comme expérimenter la façon de construire un processus de co-design et évaluer et adopter une posture réflexive pour le faire évoluer si nécessaire. C'est une recherche qui est conduite, on va dire, en sous-marin par des chercheurs en sciences sociales qui analysent en gros comment les décisions sont prises pour faire fonctionner Marcinelle.
L'autre dispositif sur lequel je voulais revenir, c'était donc le travail de thèse de Philippine Cognier, dont l'objectif était de développer une méthode permettant la participation des citoyens au sein d'un processus de co-conception de systèmes d'élevage, et puis évaluer les effets de cette participation sur la génération de connaissances et d'innovation. Donc dans ce cadre, elle a mis en place des ateliers qui permettent à une grande diversité d'acteurs, dont des citoyens, de co-concevoir ces fameux systèmes d'élevage éco-citoyens. À titre d'exemple, la consultation de professionnels et de citoyens de l'élevage a montré que la question du devenir des veaux laitiers mâles était un des points noirs de la filière et qu'il était en plus très mal connu des citoyens. Elle a donc organisé des ateliers de co-conception multi-acteurs où elle a posé la question « Comment améliorer la santé et le bien-être des veaux laitiers tout en s'assurant de la qualité de vie des éleveurs et de la santé globale ?» Donc parmi les solutions qui ont été avancées dans ces ateliers, puisqu'il y a eu pas mal de choses d'avancées, il y en a eu une, ça a été pourquoi ne pas allonger la durée d'élevage des veaux sous leur mère, trouver un débouché régional qui apporte une rémunération complémentaire à l'éleveur, tout en limitant l'impact carbone de ce type d'élevage. Et donc suite à cet atelier, un des acteurs présents s'est déclaré intéressé pour tester grandeur nature cette solution en impliquant des éleveurs, des restaurants scolaires intéressés et participer ainsi à l'éducation alimentaire des jeunes citoyens du territoire. Ceci représenterait notamment une piste d'intérêt pour le produit veau rosé, qui est produit localement dans l'expérimentation marcinelle. Si on essaye de lister quelques points forts d'une démarche de type Living Lab, on peut dire que globalement cela nous a permis de prendre conscience du décalage encore existant entre le monde de la recherche et les professionnels de l'élevage et les citoyens, que la diversité d'acteurs nous a amené à concilier les points de vue, à identifier de nouvelles questions, notamment à travers de la thèse, et à réfléchir sur nos postures, nous en tant que scientifiques. Et ce projet a aussi montré la pertinence de développer des approches interdisciplinaires, en couplant sciences sociales et sciences biologiques, je vais dire, pour comprendre les catalyseurs et les obstacles à l'adoption de pratiques agroécologiques, et de traiter simultanément les différentes composantes de la durabilité. Alors, il faut savoir que depuis un an, Coccinelle est l'un des 11 Innovation Hubs du projet de recherche européen agroécologie Transect, qui est piloté par quelqu'un de l'UMRH, Bertrand Dumont. Et là aussi, nous sommes régulièrement questionnés par des chercheurs en sciences sociales sur les dispositifs que nous mettons en place. Et du coup, ces approches réflexives nous obligent à envisager la possibilité de modifier la trajectoire du projet et nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Enfin, l'apport de moyens et de projets concrets est primordial pour engager des participants sur le long terme, notamment une animatrice. Alors je dis animatrice parce que pour l'instant ce sont succédé 3 animatrices à ce poste. Donc une animatrice pour dynamiser le projet et le faire durer. Des temps conviviaux, là aussi pour souder le collectif et qu'on puisse parler de science dans d'autres endroits que dans des amphis ou des salles comme ça, autour de repas. Et puis l'idée de compromis qu'il a fallu mettre en œuvre assez souvent pour arriver à garder le maximum de monde dans le collectif. Alors, les points forts d'une telle démarche, d'abord pour le pilotage de Marcinelle, en quelques exemples. D'abord, dépasser le top-down habituel dans ce type d'expérimentation système, qui est frustrant pour de nombreux scientifiques, moi le premier. De décider par consensus pour favoriser l'engagement des acteurs dans la construction de solutions à tester. De stimuler la curiosité des citoyens, notamment via des jeux sérieux. Ainsi, le jeu de Lagrange, c'est le jeu de Lagrange qu'on a mis en œuvre à Marcenat, qui a donné envie à des citoyens qu'on va qualifier de naïfs, de s'impliquer dans le pilotage de l'expérimentation système Marcinelle. Et puis enfin, de re-questionner des pratiques ou la façon d'expérimenter,
Par exemple, on a décidé d'implanter des céréales à paille à Marsenas, ce qui est une grande première, dans une optique de bien-être animal. Ce qui est un peu atypique là aussi. Le top-down, ça veut dire que... Désolé. Ça veut dire que ce sont les scientifiques qui réfléchissent et qui font mettre en œuvre... voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus réflexif. Voilà. Donc l'intérêt de cette démarche dans le travail de thèse, ça a été aussi de redonner confiance dans une démarche de co-conception sur des thématiques élevage, qui ne sont pas des thématiques habituelles des citoyens, avec les professionnels de l'élevage et des chercheurs. Et puis de produire des outils efficaces pour inclure les citoyens dans cette démarche, des outils génériques qui ne sont pas spécifiques à l'élevage et qui ont été testés et utilisés dans d'autres projets de recherche. Donc, on a quand même identifié quelques limites à notre projet. Le premier, c'est la manque de disponibilité des acteurs, notamment des éleveurs qui sont au cœur du dispositif. Il y a le problème de la distance géographique, mais il y a aussi pour eux la contrainte de la traite 2 fois par jour, qui réduit fortement l'implication dans les réunions en présentiel. Il y a la perception du projet qui, pour certains acteurs, était trop en rupture avec leurs idées ou pratiques, ou trop proche des thématiques déjà travaillées. Il y a le contexte économique, notamment avec la crise du bio, mais aussi le Covid, qui ont changé les priorités de certaines filières. Et puis il y a le problème du dédommagement de l'engagement des éleveurs, qui n'est pas facile à résoudre pour les dédommager de leur temps passé sur le projet ou pour compenser une éventuelle prise de risque financier dans leur exploitation. Bon, il y a encore quand même des challenges à relever pour ce projet. Le premier, c'est ce fameux dispositif de réseau d'initiative que j'ai évoqué tout à l'heure. Au début, nous imaginions ça comme un ensemble de fermes qui expérimentent des pratiques agroécologiques avec des temps de partage d'expérience et d'apprentissage pour le collectif, et puis un essaimage des pratiques au niveau de la région. Bon, il faut dire que malheureusement, à ce jour, ce réseau n'existe pas vraiment, car les éleveurs que nous avons sollicités pour conduire ces expérimentations n'ont pas adhéré ou se sont montrés plus participants que acteurs. Autre challenge pour Coccinelle, c'est d'impliquer les acteurs de la filière de l'aval, car ce sont souvent de grosses structures. Il est difficile d'avoir un interlocuteur local qui a un réel pouvoir de décision, qui puisse consacrer du temps. Et pourtant, pour nous, ça nous semble essentiel pour permettre les changements et les transformations. Bon, je vais simplifier cette diapo-là. C'était pour vous dire que par rapport au départ, notre finalité a sensiblement évolué, puisque maintenant, elle est plus de reconnecter élevage et société par le biais de la recherche et favoriser la durabilité des systèmes d'élevage laitier de moyenne montagne dans un contexte de changement global, d'incertitude et de controverse. On a pas mal de perspectives à court terme que vous voyez ici, donc je ne vais pas les détailler. Beaucoup sont quand même en lien maintenant avec le fait que nous soyons rentrés dans ce projet européen agroécologie transect. Donc, pour conclure, je vais dire que Coccinelle est un projet qui s'inscrit nécessairement dans le temps long pour permettre une dynamique adaptative chemin faisant, pour laisser l'opportunité à de nouvelles synergies avec de nouveaux acteurs et élargir le champ des possibles, et puis pour accroître son champ d'impact. Nous pouvons dire donc aujourd'hui que pour nous c'est une stratégie gagnante. Gagner la confiance des personnes et mettre en œuvre le processus a été long, mais maintenant ce projet est visible et on reçoit de nombreuses sollicitations pour des collaborations. Bon, je vous remercie. Merci. Il y a une ou deux questions de compréhension. On va avoir un temps de débat après, une fois que les différents projets seront passés. Une ou deux questions de compréhension, et sinon on enchaîne le projet. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une démarche ? Frédéric Joline, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une démarche réflexive ? C'est la colle, parce que... Chantal, tu peux répondre ? En fait, tu fais un pas de côté. Merci. On pourrait l'imager en disant que tu fais un pas de côté et tu regardes ce que tu fais, comment tu le fais,
Au lieu classiquement, on a un protocole, on le suit, on a des résultats, on publie et puis on s'arrête là. Et là, notamment le fait de travailler avec des citoyens, ils nous questionnent sur mais pourquoi vous faites comme ça? En fait, aussi bien sur la mise en place des expérimentations que... Voilà, ils nous questionnent, donc du coup, nous aussi on se questionne, on dit oui, finalement, pourquoi on fait comme ça? Et donc c'est s'autoriser à faire un pas de côté, à regarder comment on fait les choses en fait. Voilà. Bon, cet aspect du projet est conduit par nos collègues de territoire essentiellement. Donc c'est pas mon cœur de sujet, de métier. Combien vous avez de fermes à peu près qui se positionnent sur ce système-là? Est-ce que vous avez déjà un chiffre ou pas spécialement? On a des fermes qui se sont manifestées, c'est ce que je disais, des fermes qui se sont manifestées, des gens qui participent aux différents comités, groupes pour réfléchir, pour faire avancer le système. Mais pour expérimenter chez eux, actuellement, on n'a pas de ferme réellement. C'est un peu notre problème. Mais par contre, on a des gens de ces fermes, on va visiter leurs installations, ils sont très à l'attente de commentaires, pas des scientifiques, du groupe en entier sur leur façon de fonctionner, sur leur engagement dans la transition agroécologique et autres. Mais pour l'instant, on n'a pas réellement de fermes qui ont souhaité expérimenter quelque chose de concret chez eux. Mais il y a ce gros problème du financement du risque. Justement, c'était ça un peu ma question. Au-delà du financement du risque, c'est surtout, moi je trouve que par rapport aux frais de déplacement, par rapport au temps passé, c'est vrai que c'est des questions qui ont été posées dès le début dans Coccinelle, parce que ça demandait quand même, c'est pas une demi-journée de discussion, ça demandait quand même d'aller loin. Ce que vous attendiez des éleveurs, c'était au-delà d'une remise en cause, mais et moi je trouve que c'est une vraie question quand on voit l'argent qui est mis, et c'est pas que pour INRAE, mais de manière générale sur ces projets-là, à quel moment, qu'est-ce qui nous empêche de prévoir une enveloppe financière pour justement, parce qu'on a besoin des éleveurs sur ces questions-là, et qu'est-ce qui nous empêche d'aller les dédommager, et même de leur payer leur temps de travail, parce que c'est du vrai temps de travail de passer des demi-journées à réfléchir collectivement. Alors je me permets, je vais reprendre la question juste dans le débat après, parce que c'est une question intéressante, et c'est intéressant que tout le monde interagisse là-dessus, mais on reprendra exactement la question juste dans la partie débat après, si tu le veux bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions de compréhension? Bonjour à tous, du coup Mathilde Campedelli. Alors maintenant je travaille à la DRAF au Rhône-Alpes et je présente le projet que j'ai mené au lycée agricole de Rochefort-Montagne et qui se poursuit encore un petit peu. Le projet s'appelle Pilotage d'une exploitation par le bilan carbone. Juste pour la compréhension de tout le monde, je voulais redire ce que c'était un bilan carbone. Alors tout simplement, comment on calcule l'empreinte carbone nette? En fait, c'est une équation où on va regarder d'un côté toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'il va y avoir sur une exploitation et tout le stockage de carbone qu'il peut y avoir via des puits de carbone. Donc les postes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est principalement les animaux, les machines agricoles, l'alimentation, l'électricité, le carburant, les effluents, voilà. Et les puits de carbone, donc ce qui va stocker du carbone sur les exploitations, c'est principalement les haies, les prairies temporaires et permanentes et les cultures. Autre chose, les trois gaz à effet de serre principaux sont le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Et chaque gaz a un potentiel de réchauffement global, ça s'appelle. Donc le CO2, on va dire qu'il va réchauffer une fois l'atmosphère, le méthane 25 fois plus que le CO2 et le protoxyde d'azote 298 fois plus que le CO2. Voilà, c'est un petit rappel pour la compréhension de la suite. Au niveau du contexte, le lycée agricole de Rochefort-Montagne, c'est un tout petit lycée qui est perdu près du Sancy. Moins perdu que Picherande, c'est sûr, mais bon, je rigole. Et donc c'est un petit lycée avec 180 élèves, il y a deux filières principales, une filière agricole et une filière environnement. Et on a un gros collectif du coup de personnel engagé, donc des enseignants surtout, qui travaillent en filière environnementale et qui travaillent aussi en filière agricole. Et donc c'est un petit lycée qui est précurseur sur les questions environnementales. Pour vous dresser le portrait de l'exploitation agricole qui a été un des supports principaux de ce projet,
Donc il y a un atelier laitier avec 35 vaches laitières, Primostein Abondance, un atelier fromager qui a été créé lors de ce projet, un atelier au vin avec 300 brebis de race Rabat qui fait un peu de pastoralisme en chaîne des puits, et un atelier puits de carbone et biodiversité. Donc l'intérêt de cet atelier, c'est de recenser toutes les externalités positives de l'élevage. Et c'est un atelier de démonstration un peu pour la pédagogie surtout. Et donc, comment est né ce projet, pilotage d'une exploitation par le bilan carbone? Ça date d'il y a bien longtemps, en fait, ce processus au sein du lycée. Ça a été commencé dans les années 2000 avec la création de l'atelier ovin en bio, donc c'est assez novateur pour l'époque. De même, pour le passage en force de l'atelier au bovin lait en bio en 2010, il y a eu une grosse rupture avec la profession à ce moment-là. Et en 2016, il y a une enseignante, enfin un collectif d'enseignants qui a été représenté par une enseignante qui ont voulu aller plus loin, en fait, que l'agriculture biologique, ça ne suffisait plus face aux enjeux actuels de changement climatique. Et donc du coup, ils ont créé un projet qui s'appelait Atelier puits de carbone et biodiversité, où là, ils ont travaillé plutôt sur le côté stockage de carbone et biodiv. Et ils ont voulu encore aller plus loin. Et donc là, c'est carrément le pilotage de l'exploitation par le bilan carbone qui est né en 2019. Et donc ce projet a été mené en co-construction avec 3 gros pôles, si je puis dire. Donc la pédagogie, le lycée, le territoire et l'exploitation. Donc ce projet a été piloté à plusieurs échelles, que ce soit un copil, donc là qui reprenait les 3 grosses patates, si je puis dire. Le comité pédagogique qui reprenait surtout les actions pédagogiques qu'on pouvait faire avec les enseignants, et un comité technique qui regroupait les exploitants impliqués dans le projet et l'exploitation. Donc je vous ai mis quelques exemples de choses qui ont été faites. Au niveau de la pédagogie, on a fait pas mal de travaux pratiques autour du haies et le cubage, par exemple, qu'il peut y avoir le cubage carbone, le stockage du cubage. Oula, je vais pas y arriver. Le stockage qu'il peut y avoir par les haies. Donc ils ont cubé en fait des réseaux de haies et ils ont estimé quel stockage il peut y avoir de carbone. On les a fait travailler sur Cap2Vert, qui est l'outil que j'ai utilisé pour faire les bilans carbone. Et ils ont travaillé aussi sur la mise en place de la fromagerie. Le territoire, donc là le territoire, il y a un collectif de 9 agriculteurs, c'est un petit échantillon mais c'est déjà pas mal, qui ont voulu travailler justement sur cette thématique du bilan carbone. Et notamment on a fait des diagnostics prévus pour travailler aussi sur le stockage de carbone via les prairies. Et enfin l'exploitation du lycée qui a été très impliquée. Donc qui a créé cet atelier puits de carbone et biodiversité, qui a mené un gros suivi au niveau du carbone. Donc on a fait plusieurs bilans carbone avec des belles évolutions, un travail autour des haies, une expérimentation sur l'utilisation de la plaquette de bois en litière pour les brebis, et le développement d'un atelier transfo pour valoriser le lait en circuit court. Voilà quelques exemples de résultats parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc un exemple de diagnostic prairial qui a été fait, donc avec la typologie des prairies du Massif central. Et je vous ai mis aussi un résultat qui est l'évolution du bilan carbone qui a été fait sur l'atelier bovin-lait de l'exploitation du lycée. Donc on voit qu'en 2018, on avait une empreinte nette carbone de 54, c'est-à-dire que 54% des gaz à effet de serre émis étaient restockés via les prairies et les haies. Et grâce à un travail conjoint avec la directrice d'exploit, en 2021, on est arrivé à 76%. Voilà. Et donc du coup, on m'a demandé un peu mon avis sur la démarche Living Lab. Donc il y a quelques bonnes réussites en fait. C'est que j'ai une très très bonne implication des agriculteurs moi dans le projet, co-construction très intéressante avec eux. Le projet a été bien diffusé et a pris de l'ampleur un peu sur le territoire. Enfin, on me demande souvent aussi d'intervenir. Et il y a une bonne dynamique de projet. Difficultés, donc là c'est les plus des difficultés pour moi. Mon premier poste sortant d'école d'ingé, devenir un expert sur le bilan carbone, c'est pas donné à tout le monde, je ne suis pas chercheuse. Garder des partenaires motivés tout au long du projet, autres que les agriculteurs, c'est un peu étonnant, c'est pas tout le monde qui dit ça. Et comment en avoir un impact aussi sur le Cap2Vert, parce qu'au début, l'un des objectifs du projet, c'était de modifier certaines parts du Cap2Vert pour mieux l'adapter en fait à nos territoires et à nos élevages. Et donc mon ressenti, c'est donc sur la co-construction, en fait, cette démarche,
c'est très intéressant et ça permet d'avoir des projets qui répondent bien aux problématiques de chacun. Mais c'est une thématique, c'est très chronophage en fait, ça demande beaucoup de temps et de motivation pour impliquer et garder impliqués tous les acteurs tout au long du projet. Donc là, c'est un projet qui a duré 4 ans, qui se perpétue dans certaines actions, mais garder des gens impliqués pendant 4 ans, c'est assez compliqué. Voilà un peu ce que je peux dire sur le projet. Vous avez peut-être 3 questions? Ouais. Question de compréhension? Ouais. Oui, Laurent. Non, c'est pas pour faire une remarque sur le côté perdu de Rochefort, même si j'ai bien entendu. Juste une question, quand tu dis que certains agriculteurs sont intéressés et s'emparent de vos travaux, ça se traduit concrètement comment? Au-delà des 9 exploitations qui ont participé à l'expérimentation. Alors dans ce projet, j'ai beaucoup travaillé avec Bio63 et donc du coup ça a été présenté à d'autres agriculteurs et il y en a certains qui ont souhaité rejoindre le collectif en cours de route, mais c'était un peu compliqué pour moi. Donc on a juste fait certains des bilans carbone et on a essayé de les accompagner un peu, mais on ne pouvait pas faire le gros accompagnement prévu initialement pour des questions budgétaires tout simplement. Ça répond à ta question? Moi, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce qu'était cet atelier puits de carbone, justement. Alors, c'est un atelier, c'est un peu fictif. C'est vraiment un atelier à but pédagogique. Et en fait, c'est dans cet atelier qu'on présente dans les conseils d'administration, conseils d'exploitation, c'est de recenser un peu tout ce qui est fait en faveur de la biodiversité et on recense toutes les actions qui sont faites par l'exploitation, que ce soit la directrice d'exploit qui décide d'entretenir le réseau des haies pour remettre en production les arbres pour stocker du carbone, ou tout ce qui va être fait sur les aménagements des cours d'eau pour pas que les vaches aillent dans les rivières, enfin ce genre de choses, voilà. Et donc ils sont en train de travailler avec des profs sur voir comment on peut le monétariser et faire un vrai atelier économique. En fait, on a commencé quelque chose, mais entre-temps, j'ai changé de poste, voilà. Et autre question? Oui. C'est aussi une question sur le bilan carbone et les haies. Quel est le pas de temps qui est pris en compte? Parce qu'une haie, quand elle se développe, elle va stocker. Après, si le bois est coupé en fonction de son devenir, si c'est dans une charpente, dans une cathédrale qui va durer 1000 ans, peut-être que c'est du vrai stockage. Après, si c'est transformé en litière, la litière risque de se décomposer et le carbone risque d'être réémis. Donc, comment c'est pris en compte? Je sais pas du tout. C'est une expérimentation, en fait, c'est assez... Enfin, tout le monde parle du bilan carbone, mais il y a quelques unités de recherche dans l'IRA qui travaillent dessus, mais c'est encore en cours de recherche. Et moi, j'ai pas de réponse là-dessus, en tout cas. Pour moi, après, le bois qui est décomposé par le sol, le carbone du bois est restocké dans le sol. Juste par rapport à ça, la question qu'on a sur les coefficients, c'est par rapport à l'utilisation plaquette énergie, sur lesquelles effectivement le cycle est beaucoup plus court, et c'est une des valorisations. Après, il y a des travaux qui font que le temps de croissance et de captage et sur le cycle que tu as dans la matière organique, la production de cette matière organique, tu rallonges quand même par rapport à... Et tu as un effet positif sur un temps plus long que si tu n'avais pas ce type de haie, etc. Et après, l'autre point, c'est qu'il y a des éléments sur le type de haie qu'il va y avoir, hein, avec la complexité, et il y a des effets qui vont être d'autres effets bénéfiques pour le système, qui vont être soit des effets bioclimatiques, soit pour la biodiversité, que ça va jouer aussi sur des éléments qui vont être sur la régulation des prédateurs ou des pathogènes. Donc au-delà l'entrée carbone, souvent c'est un prétexte à aborder tout un tas d'autres approches multifonctionnelles à l'échelle des systèmes d'élevage et de modifier dans une optique qui est plus vertueuse et qui utilise moins d'intrants. Et la question du cycle et de comment est-ce qu'on compte dans ces bilans, à quelle vitesse, et on regarde, elle se pose, et elle se pose après pour le méthane, elle se pose pour tous les autres gaz, parce que les impacts sont aussi liés à leur durée d'effet dans l'atmosphère, et il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau. Il y avait une question? Non, ça sera bon. On a encore le temps.
Bonjour. Bonjour. Moi, c'était juste une question par rapport à la mobilisation des agriculteurs. En fait, du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de Bio63. Ouais. Vous avez fonctionné avec Bio63 pour mobiliser les 9 agriculteurs? Ouais, beaucoup. Ok, ça marche. Parce qu'il y en a qui faisaient partie déjà d'un GI2E, certains. Ah, ok. Un GI2E autour des prairies. Et donc, du coup, ils étaient très intéressés pour compléter en fait le travail. Ouais, évalué par le bilan carbone, peut-être. C'est ça. Et ok. tout ce qui était travail sur la typologie des prairies. Ça marche. Pas de questions? Merci beaucoup. Ok, bonjour tout le monde. Donc moi je me présente Laurent Larrier, je suis responsable des innovations dans le groupe Altitude et accessoirement vétérinaire aussi, ce qui risque de transparaître un peu dans mes diapositives. Donc le but de ce projet pour nous c'était d'essayer de développer une nouvelle filière d'engraissement à l'herbe, d'engraissement de génisses localement. D'une part pour réduire la dépendance des adhérents de la COP à l'export, hein, vous avez entendu parler sans doute tout à fait récemment la semaine dernière encore des propositions de la Commission européenne pour régir les transports d'animaux qui va se durcir et c'est peut-être pas un mal. Donc pour nos éleveurs naisseurs localement ça pourrait compliquer les choses. Donc cherchons d'autres solutions. D'autre part, pour créer et maintenir des emplois sur le territoire, on a des abattoirs, on a toute une filière à faire tourner, et plutôt que d'envoyer nos animaux maigres et créer de la valeur en Italie ou ailleurs, essayons de le faire chez nous. Et aussi pour répondre à une demande sociétale, puisque la société, nos concitoyens, nous-mêmes, on demande une viande un peu plus éthique, on va dire, avec des animaux élevés à l'herbe, avec une protection de l'environnement. Bon, donc ça semble coller partout, quoi. Après, c'est pas si simple que ça comme on va le voir. Et puis, c'était d'améliorer nos connaissances, nous aussi, techniques, hein, que ce soit au niveau des vétérinaires, au niveau des agronomes, au niveau des techniciens de la coopérative, sur comment on fait pour engraisser des animaux à l'herbe. C'est forcément un peu plus compliqué qu'avec du maïs. Donc, du coup, on se posait beaucoup de questions et de pouvoir rentrer dans ce projet du LICEHM, pour nous, c'était intéressant, puisque on est incapable, nous tout seuls, d'apporter les réponses. Moi, j'ai voulu voir déjà comment gère l'acidose ruminale à l'herbe, puisque on connaît très bien l'acidose ruminale avec des rations maïs. À l'herbe, c'est quand même nettement moins connu. J'étais persuadé qu'il y en avait, et il y en a, on va le montrer. Donc là, on s'est associé à l'allemand, qui a fait un essai avec des levures. Ça nous a permis de placer des bolus enregistreurs de pH là, sur les animaux dans la panse. Et avec l'allemand, on a fait aussi des analyses d'herbe tous les 15 jours, donc ça c'était intéressant. En parallèle, avec l'Imagrin, on a essayé de mettre en place des semences fourragères adaptées, puisque c'est, bon voilà, quand on dit génisse à l'herbe, c'est bien, mais bon, l'herbe c'est pas toute l'année, surtout à 1000 ou plus de 1000 mètres. Donc l'hiver, il faut bien les nourrir, et les fourrages, si on a des fourrages de meilleure qualité que juste de la prairie naturelle, c'est quand même plus simple, on a moins besoin d'aliments derrière. Donc voilà, on a essayé deux mélanges de fourragères. Et puis on s'est appuyé beaucoup sur l'INRAE, en particulier pour un sujet moi qui me tient à cœur, c'est l'efficience protéique, je vais y revenir, quoi. Et là, sans l'INRAE, on aurait du mal à calculer. Et puis aussi, bien sûr, à la fin, sur la qualité de la viande, où là, on a utilisé une application qui est encore en cours de mise au point, mais bon, qui est effective, donc Mitapli. Et puis, on s'est appuyé aussi sur l'INRA, sur un essai qui est toujours en cours, un essai Val-Salaire, valorisation des salaires à l'herbe, qui a été mené, bon, toutes les génisses sont abattues depuis 1 an maintenant, mais où l'INRA a comparé un lot de génisses élevé au maïs et un lot de génisses élevé à l'herbe, et abattu dans les deux cas à 320-330 kg de carcasse, quoi. Ça, c'était un projet dans le cadre de Créaviande. Et puis j'ai mis à droite nos logos à nous, parce que c'est, voilà, pour moi, le processus Living Lab, là, c'est ok, on s'appuie sur des chercheurs, mais nous aussi en interne, ça nous a permis, et c'est pas le plus simple, c'est d'essayer de faire travailler les gens ensemble au sein du groupe Altitude, que ce soit au niveau de l'agro, de l'agro-distribution, au niveau des productions fourragères, au niveau du groupement, au niveau de l'abattoir. C'était pas le plus simple, quoi. C'était plus simple de travailler avec l'INRA finalement.
Alors les selles allemands, bon, je vais juste passer très vite, on a montré que dans l'herbe, effectivement, à la mise à l'herbe sur un plateau à un peu plus de 1000 mètres, ben on a quand même une richesse en sucre soluble assez conséquente à la mise à l'herbe, avec 180 grammes de sucre soluble par kilo, ça commence à en faire. On a pu montrer qu'en pâturage tournant, ben effectivement, on arrive à maintenir un niveau de protéique dans l'herbe, un niveau de MAT qui est stable, qui est relativement stable, autour de 15, on s'est maintenu autour de 15 de MAT un peu tout le temps, donc ça c'est très bien, mais on voit que sur la courbe de gauche que le taux de sucre, on a beau être en pâturage tournant, forcément, il y a de l'herbe, il y a du sucre dans l'herbe au printemps, il n'y en a pas tout l'été, il ne faut pas rêver. Donc c'est quand même plus compliqué après en cours d'été. Et les deux graphiques du bas, c'était par rapport à, je vous disais tout à l'heure, à la maîtrise de l'acidose du rumen, on a montré que à la mise à l'herbe, on a effectivement une durée de pH inférieure à 6 dans la panse qui peut être relativement conséquente, avec jusqu'à 200 minutes en moyenne, avec des animaux qui étaient bien pires. Il y a un animal qui a failli pas arriver à l'abattoir puisqu'il a fini avec un ulcère, pas un ulcère, un abcès, enfin des multiples abcès au foie liés à de l'acidose à la mise à l'herbe. Et pourtant sans aliments, là il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait pas 1 kilo d'aliments. Et puis on a montré aussi, puisque personne n'est d'accord pour dire ce que c'est que l'acidose du rumen, donc c'est soit la durée de pH inférieure à 6, ça peut émettre aussi l'amplitude de pH entre le maxi et le mini. On montre aussi qu'à la mise à l'herbe, on a des amplitudes bien supérieures à 1. Et aussi en fin d'été, mais là c'est un peu différent, c'était plutôt des montées en pH très élevées avec des vaches des génisses qui avaient une capacité à trier le trèfle qui avait repoussé dans la parcelle, qui était quand même assez étonnant. Quand on les voyait faire, c'était quand même les rennes pour attraper du bout de la langue les 3 brins de trèfle et laisser la graminée qui était à côté. C'est là que mon côté vétérinaire reprend un peu le dessus. Ça, c'était pour dire que dans le cadre de cet essai, de l'essai Valsalers, j'ai été amené à venir plusieurs fois à l'abattoir expérimental de Thais, de l'INRA, et j'étais très surpris de voir à Thais que tout est mesuré, mais des trucs on se demande à quoi ça sert, quand on est comme un des mortels comme moi, la longueur d'intestin, la longueur de l'os de canon, des trucs, pour l'éleveur ou le veto lambda, ça paraît surprenant, mais c'est sûrement intéressant, j'en doute pas. Mais par contre, regardez les papilles du rumen, la couleur des papilles du rumen, la forme des papilles du rumen, zéro. Alors ça m'a beaucoup étonné, et j'espère avoir éveillé un peu la curiosité des gens qui étaient avec moi à l'abattoir à ce moment-là, et qui vont peut-être y travailler, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Moi je fais des observations, je vois que dans le lot maïs, il y avait 67% des panses qui étaient cramées, dans le lot herbe, il n'y avait que 45% qui étaient comme ça, parfaitement propres, les autres c'était un peu entre les deux, entre plus ou moins foncé, et surtout la photo du milieu en bas, dans le lot maïs, au fond de comment ça s'appelle, je vous fais le nom, à l'entrée de la panse, le sac ventral, au fond du sac ventral, on a une lésion, c'est tout fripé, on dirait un charpet, et on a ça que sur le lot maïs, et pas du tout sur le lot herbe, donc moi j'aimerais bien que les gens de l'INRA m'expliquent ce que c'est, et quelle importance ça a. Merci à eux. Autre chose que je trouve être un succès, c'est l'utilisation de Métapli. Je pense que nous, ça nous a apporté. Je pense que ça apporte aussi à l'INRA. Bruno Meunier est content, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est content, je pense, que je lui fournisse des photos qui viennent du terrain, qui viennent de notre abattoir commercial. Et pour montrer que on a différents niveaux de persillés dans nos génisses. Dans l'essai Valsalers, je vous ai mis à gauche, là, donc c'est des angus salaires de l'herbipole, de l'INRA, donc ont effectivement un niveau de persillé qui est plus élevé que des salaires croisés charolais de notre essai à nous, du même âge, la différence là, entre 4 et 5,5% de persillé. Cependant, on arrive, ce que je vous ai mis là, on arrive à avoir le même persillé avec des animaux plus âgés, chez nous, avec des 30 mois, des salaires charolais de 30 mois, ou bien après en croisant avec de la laitière, et c'est pour ça que j'aurai des questions sur le veau rosé tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas on montre des gros écarts de persillé, et pas forcément, ça doit intéresser Julien Soula aussi là-haut, pas forcément selon le type d'élevage, parce qu'elles étaient toutes à peu près à la même ration, mais par contre des grosses différences individuelles d'un animal à l'autre, y compris au sein du même élevage avec le même père, des différences quand même énormes de persillé d'une bête à l'autre. Ce que je considère aussi comme un succès, et moi c'est un truc qui me tient à cœur, c'est le calcul de l'efficience protéique nette. Je redis ce que c'est, j'ai mis la formule là.
quantité de protéines animales produites, consommables par l'homme, donc la viande, quoi, divisé par la quantité de protéines végétales utilisées dans la ration que nous-mêmes on aurait pu valoriser, quoi. Et donc si on est supérieur à 1, ça veut dire que l'animal a produit plus de protéines consommables par l'homme qu'il n'en a consommé. Moi j'espérais que qu'on puisse montrer qu'on pouvait être supérieur à 1 sur des engraissements à l'herbe. On va voir, c'est pas du tout toujours le cas, mais je trouve que c'est un sujet dans l'air du temps. Et nous en Auvergne, avec notre plus grande prairie, nous a dit Bruno tout à l'heure, voilà, je pense qu'on doit s'appuyer là-dessus. Bon, après, à vendre, c'est pas forcément très facile. Alors comme j'ai pas peur du ridicule, j'avais fait une photo qui peut paraître étrange chez un éleveur, là, mais j'en suis très fier parce que quand l'éleveur a montré cette photo à son petit Justin, qui à l'époque devait avoir entre 3 et 4 ans, et qui lui a dit « Mais papa, pourquoi le monsieur il mange l'herbe de la vache ?» Je vous invite à réfléchir à la profondeur de la question et aux réponses que vous pouvez y apporter. Alors, pour ce qui est du résultat de ce calcul d'efficience protéique nette, j'ai une stagiaire qui a travaillé le printemps dernier. Ben, on voit que, par exemple, dans l'essai Val-Salaire, et c'est sans surprise, hein, dans les génisses de l'essai Val-Salaire, elles ont mangé que de l'herbe, quasiment. Elles ont mangé un peu d'aliments l'hiver, mais on avait fait gaffe de ne pas mettre de protéines consommables par l'homme dans l'aliment qu'on avait fabriqué. Donc, ces génisses, elles ont réussi à produire 4 fois plus de protéines consommables par l'homme qu'elles n'en avaient consommé. Donc, c'est possible. Donc, quand on dit que le bovin, il n'est pas du tout efficient, si, il peut l'être. Il n'est pas forcément dans le système classique, mais il peut l'être. Mais pour autant, c'est pas forcément gagné, parce que tous les autres éleveurs en dessous, et différentes années, sont aussi avec un régime herbe. Il y en a qui sont très très loin effectivement d'avoir une bonne efficience, et assez souvent, en fait, c'est lié à l'aliment complémentaire qui est mis dedans. D'accord, j'accélère. C'est mis à l'aliment complémentaire qui est mis dedans, et on a montré que s'il y avait moins de 10% de protéines consommables par l'homme dans la ration de l'animal, on avait une efficience protéique supérieure à 1. Si on a plus de 10%, ça passe pas. Les difficultés, ça a été pour nous d'animer, de faire vivre un groupe d'éleveurs. Au départ, moi j'espérais réunir un groupe d'éleveurs dynamiques et puis échanger par les réseaux sociaux et faire des visites. On a fait une très bonne visite chez un éleveur en pâturage tournant, et puis après, ça s'est vite épuisé. Donc pour moi, c'est une déception. Développer le pâturage tournant, ça paraît être une évidence, je pense, pour tout le monde. Ouais, mais sur le terrain, on rame. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment du mal à le développer. Alors il y en a qui vous disent qu'ils font du pâturage tournant en tournant tous les mois, quoi. Ah ouais, mais je change les vaches une fois par mois, je fais des pâturages tournants. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, en fait. Et puis trouver des engraisseurs, dans le Cantal, c'est pas des engraisseurs, c'est des naisseurs, ça a toujours été, il n'y a jamais eu d'embouche dans le Cantal. Et donc essayer de trouver des engraisseurs. Quand le prix des génisses maigres était très élevé, Bruno va peut être d'accord, mais depuis 3 ans, le prix des génisses quand même est quand même conséquent, est bien monté. Il y a eu des sécheresses, il y a eu les campagnols, il y a des problèmes de trésorerie. Les éleveurs, on leur dit tu nous gardes 10 génisses, on a un contrat de prix de garantie, prix de rachat garanti, tu es sûr de ne pas y perdre. Ben ouais, mais ça veut dire faire une avance de trésor, quoi, parce que si je les vends aux Italiens tout de suite, je renfloue ma trésor. Et puis des problèmes de place dans les bâtiments. Le projet s'arrête ce printemps. On attend les résultats de l'essai Val-Salaire qui a pris un peu de retard, mais ça va venir. Et puis pour ce qui est de développer une filière, c'est encore un peu d'interrogation parce que même si ça correspond à ce que veulent les concitoyens, enfin et nous-mêmes en tant que consommateurs, mais c'est pas si simple. Voilà, je vous remercie. Des questions? J'arrive. J'ai peut-être pas besoin du micro, je sais pas si c'est pour la caméra. Voilà, c'est. Du coup, petite question, dans combien d'élevages vous avez pu mettre en place cette étude et combien d'animaux vous avez pu évaluer? Donc là, c'était que 9 l'année dernière dans les calculs qu'on avait fait. Depuis, il a dû s'en rajouter 3 ou 4 cet hiver. Donc voilà, on va être une douzaine d'élevages seulement, donc ce qui est faible. Et en animaux, on va finir à 150, alors qu'on avait tablé sur 300. À la base, on avait dit 100 génisses par an pendant 3 ans. On a pris un an de retard au démarrage, parce qu'on n'avait pas de contrat garanti de prix
pour les éleveurs, donc c'est pas très attrayant. Et voilà, je pense qu'on va finir à 150 là, à peu près, quoi. Ce qui est faible. Hein. Merci, c'est super intéressant. Comment vous faites pour maintenir la MAT toute la saison de végétation? Enfin, il faut demander à l'éleveur, il est là. Non, il y a eu, c'est 2021, non attends, ou 22, c'est l'été où il a plu tout le temps, là, c'était quand, je ne sais plus, 21. C'était l'été, ouais, c'est ça, 2021, où il a plu régulièrement tout l'été, et on a eu vraiment, ouais, à partir de mi-juillet, énormément de trèfle blanc qui a repoussé derrière, quoi. En altitude, nous on est à 800 mètres à peu près. Alors après, je pense qu'il y a un effet sur le choix des prairies, et je pense qu'on va essayer de le modifier et de passer sur des prairies plus hautes en altitude, avec une flore peut-être plus diversifiée et peut-être plus homogène. On était vraiment sur une parcelle proche d'un bâtiment, séchante. Alors en l'occurrence en 2021, c'était pas le cas. Et puis ce qu'on avait testé en 2021, on s'est aussi heurté à partir du mois du début avril. En gros, on met des animaux à l'herbe. Et cette année-là, il a plu beaucoup, et les animaux se sont rationnés sur le poids de l'ingéré, et du coup on a perdu beaucoup de croissance, avec des animaux qui mangeaient 80% de la ration voulue, juste parce que le volume d'herbe fallait se rationner sur le poids de la ration. Donc on limitait énormément. Alors c'est vrai que ça a limité les croissances, mais bon, comme on est sur des animaux qui ne se font pas en cycle de 6 mois, on n'est pas que sur une phase de finition, on est sur une phase de croissance qui dure 1 an et demi, enfin de la phase broutard plus toute la phase ensuite. Donc on peut s'autoriser à avoir des phases où elle pousse un peu moins, d'autres où il y a un peu de croissance compensatrice. Il y a des phases d'hiver, des phases d'été. On arrive à ajuster. Après, sur les parcelles, tu peux rappeler combien tu avais de parcelles pour combien d'animaux, et la rotation c'était tous les 3 jours, comme ça? Après la rotation dépend. Au moment de la mise à l'herbe, on a souvent 2 paddocks pour un lot de 14 génisses, c'est des paddocks de 3000 m². Quand on est en phase de pleine pousse d'herbe, le paddock dure 3 ou 4 jours. C'est assez variable. On avait essayé de faire quelque chose d'assez commode, qui était calibré pour un lot de 14 animaux de 500 kg à peu près. Une autre question? Bon, du coup, on s'était posé la question, et ça rejoint aussi, on voit ça, la question quel levier pour accompagner les acteurs du terrain, et on n'a pas oublié la question Pierre-Marie. Et du coup, pour apporter un peu un éclairage sur cette question de l'accompagnement des acteurs du terrain, donc Clémence Sigaud de la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes va vous présenter un petit peu le projet AgriOra 2050 et ses actions à venir. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Clémence Sigaud, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture, et donc j'ai été embauchée pour copiloter un des volets de recherche d'AgriOra 2050. Et donc avant de commencer, je voulais remercier ClusterF de me recevoir aujourd'hui pour que je puisse présenter le projet, et notamment mes missions qui vont me permettre peut-être d'avancer. Donc voilà, merci beaucoup. Donc AgriOra 2050, c'est pour adaptation des systèmes de production agricole d'Auvergne-Rhône-Alpes à horizon 2050 dans un contexte de changement climatique et agroécologique. Donc avant de commencer, AgriOra 2050, c'est un projet TETRAE qui s'inscrit dans cet appel à projet national TETRAE. Et donc c'est un projet qui est sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est cofinancé par l'INRAE, mais également par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc il a un double pilotage. Donc côté INRAE par Jérôme Sals, qui est directeur de l'UMR-GDEC, et également au niveau de Végépolis Vallée par Aurélien Lepentier. Donc c'est un projet qui va durer 5 ans. Donc il a débuté cette année, il va s'arrêter en 2028. Et donc c'est un projet qui est multipartenaire. Donc on a autant des instituts techniques, on a des instituts de formation, on a également la Chambre d'agriculture, on a Weather Major au niveau plus côté climatique.
On a également le PNR, le projet alimentaire territorial du parc naturel régional de Chartreuse. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même un enjeu multipartenaire avec beaucoup d'idées et beaucoup de personnes autour du projet. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les objectifs du projet. Donc vous l'avez bien évidemment compris, le but c'est de trouver des leviers d'adaptation pour nos systèmes agricoles face au changement climatique. Donc la petite particularité, c'est de trouver des leviers d'adaptation à horizon 2050. Et donc c'est un projet qui est principalement basé sur les trois principales filières de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont l'arboriculture, l'élevage et les grandes cultures. Et également, une fois que ces leviers seront proposés, le but du jeu, c'est de les tester in situ chez les agriculteurs et chez également nos stations expérimentales qui sont partenaires du projet. Et donc, petite particularité du projet Agriora 2050, c'est qu'il s'inscrit sur une démarche Living Lab, donc d'où ma présence aujourd'hui devant vous. Et donc nous, les usagers de notre projet, c'est évidemment les agriculteurs, mais également les animateurs de collectifs, puisque voilà, les agriculteurs, nous, on va les mobiliser via des collectifs d'agriculteurs, et donc nos deux usagers, donc c'est ces deux types d'acteurs. Et donc le but, donc c'est évidemment, voilà, je vous l'ai dit, de présenter des leviers d'adaptation au changement climatique, mais c'est également, le but du projet, c'est également de proposer une méthode d'animation aux animateurs face au changement climatique. Donc je vais essayer de vous présenter très simplement et très brièvement les objectifs du projet. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a divisé le projet en 5 volets de recherche. Donc je ne vous ai pas parlé du premier volet de recherche parce que c'est du pilotage et du management de projet. Et donc voilà, le but principal du projet, c'est d'élaborer des leviers d'adaptation via les collectifs d'agriculteurs. Donc pour ce faire, il faut créer un réseau de partenaires et d'agriculteurs autour de cette thématique de changement climatique. Donc c'est le but du VR3. Donc non seulement on a l'identification de partenaires et d'acteurs pour le projet, mais on a également la capitalisation de leviers déjà existants qui sont déjà testés en région pour nous permettre en fait la co-construction de solutions innovantes et voilà, de se baser déjà principalement de l'existant pour ne pas faire la même chose qui existe déjà ailleurs. Donc comme je vous l'ai dit, le projet est basé à horizon 2050, donc on a tout un volet de recherche qui vise à faire des projections climatiques à horizon 2050, mais également à horizon 2030 pour avoir quelque chose un peu plus concret pour les agriculteurs, puisque j'ai déjà commencé à rencontrer certains acteurs qui ont rigolé ou fait les gros yeux face à cet horizon 2050. Donc voilà, on a tout un volet qui est donc représenté par la recherche, mais également Evermeasure et le CIDAM par AP3C. Donc ce volet de recherche va faire des projections climatiques. Et donc ces projections climatiques vont pouvoir permettre d'alimenter en fait le VR3 dans la co-construction de solutions innovantes. Et donc une fois qu'on aura ces solutions qui seront capitalisées et d'autres qui seront proposées, elles seront ensuite testées in situ chez les agriculteurs, donc via le VR4. Donc le VR4, il est piloté par des chercheurs et ils testent également eux de leur côté des solutions. Mais une fois que j'aurai identifié les collectifs qui travailleront avec nous dans le projet, ils viendront travailler avec nous pour co-construire en fait ces solutions et ensuite ils permettront également de tester chez les agriculteurs les solutions proposées. Ensuite, on a un dernier volet de recherche qui est un volet Pardon, c'est mon téléphone. C'est un volet qui permet la valorisation et le transfert des résultats et des solutions proposées. Donc ce volet de recherche, je suis désolée. Ce volet de recherche, on a beaucoup de lycées agricoles qui sont montrés intéressés pour venir travailler avec nous sur le projet. Donc on va vraiment travailler en étroite relation avec eux pour permettre l'appropriation des résultats
par les agriculteurs, mais également les futurs agriculteurs, les futurs jeunes qui seront formés dans ces lycées. Donc moi voilà, je suis copilote du VR3, donc c'est moi qui essaye de faire du lien avec tous les acteurs et tous les partenaires du projet. Donc je suis en pleine étape d'identification, de caractérisation et de sélection de collectifs qui viendront travailler avec nous. Et donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter brièvement la méthode que j'ai utilisée pour répondre à cette question-là. Donc tout d'abord, j'ai réalisé une phase d'identification des collectifs sur la région via des partenaires du projet, mais via également le réseau des chambres et des projets qui existaient dans les chambres, notamment les projets Pépites. Et donc une fois que j'avais cet échantillonnage en fait de collectifs identifiés sur la région, le but du jeu c'était de les caractériser. Donc j'ai construit un groupe de travail pour mon VR3 avec les copilotes des différents volets de recherche et des partenaires qui voulaient s'investir avec moi pour élaborer des critères de caractérisation de ces collectifs-là. Donc globalement, voilà, c'est une petite fiche d'identité des collectifs avec leurs informations principales. Et ensuite, voilà, on veut définir leur thème de travail, quels sont leurs besoins face au changement climatique et notamment quels besoins ils pourraient avoir par rapport à nous, par rapport au projet, pour moi avoir des informations à donner aux autres VR pour qu'ils puissent avancer correctement en fonction des besoins des agriculteurs. Et voilà, et savoir un peu quelles sont les dynamiques des collectifs. Et donc une fois qu'on a ces collectifs qui sont caractérisés, le but du jeu pour nous c'est de sélectionner ceux qui feront partie du projet. Et donc pour cette sélection de collectifs, on voudrait créer une sorte de collectif supra qui soit moins territorial, qui soit plus régional. Donc on va voir ce qui est possible de faire. Mais voilà, pour l'année prochaine, le but du jeu c'est vraiment commencé à avoir des agriculteurs avec qui travailler avec nous, qui pourront venir travailler avec nous. Et en parallèle, je vais continuer cette phase de caractérisation, voir si j'ai raté des collectifs innovants qui pourraient être potentiellement intéressants pour pouvoir travailler avec nous. Donc voilà, là c'est globalement une petite frise chronologique pour vous donner une ordre d'idée de ces différentes étapes-là. Donc j'ai arrêté l'identification depuis cet automne, et donc je suis en pleine phase de caractérisation des collectifs. Donc pour les caractériser, je le fais via les animateurs de collectifs. Je les ai rencontrés donc soit en visio, soit en présentiel. Donc déjà pour leur présenter le projet, pour qu'eux me présentent leur projet, savoir qu'est-ce qu'ils font, voir quel lien je peux faire avec eux. Et ensuite, ils me parlent de leur collectif, ils m'aident à remplir ma petite fiche d'identité. Et une fois que l'entretien est passé, j'ai essayé de savoir si potentiellement ils pourraient être intéressés de travailler avec nous. C'est vraiment prendre un peu la température de savoir s'ils pourraient travailler avec nous. Donc aujourd'hui, voilà, si je suis venue vous voir, c'est pour un peu prêcher ma parole. Donc si vous vous sentez concerné par ce que je vous ai présenté, si vous avez des collectifs à me proposer ou même des idées, des projets qui pourraient se mettre en lien avec AgriRoi 2050, vous pouvez me proposer 1 heure, 1 heure et demie où on peut s'entretenir, où je vous présenterai AgriRoi 2050 un peu plus en détail. Vous me présenterez également vos projets en retour pour que je puisse faire un état des lieux de ce qui se passe déjà en région. Et ensuite, là, on pourra essayer de créer du lien, voir ce qu'on peut faire ensemble et essayer également de recenser vos besoins face au changement climatique et voir ce que nous, on peut vous apporter avec notre projet. Donc j'ai fini ma présentation. Je vous remercie de votre attention et voilà, si vous avez envie de discuter en off avec moi, c'est avec grand plaisir. Des questions par rapport à ce projet ? Oui. Je fais la naïve, mais qu'est-ce que c'est un collectif ? Parce que moi aussi, j'ai des collègues qui travaillent sur les collectifs et il y a
il y a plein de déclinaisons. Donc quel cahier des charges ou de définition vous êtes donné pour dire c'est un collectif? Effectivement, très, très bonne question. Alors, à l'heure actuelle, vu que le projet démarre, on n'a pas vraiment de définition très stricte du collectif. Nous, ce qu'on veut, tout d'abord, c'est pas forcément un collectif, ce sera tout d'abord un groupe d'agriculteurs qui travaillent ensemble, qui essayent de trouver des solutions ensemble, qui échangent, qui échangent leurs pratiques, qui font vraiment un retour d'expérience les uns avec les autres, qui ont qui sont une sorte d'intelligence collective, qui sont une organisation apprenante. Voilà, c'est le terme que je voulais. Donc voilà, ce ne sera pas forcément un collectif vraiment pur et dur à proprement parler. Ça peut être un petit groupe d'agriculteurs qui ont envie de travailler, qui sont dynamiques. Une autre question? Bien, merci. Mais du coup, on va pouvoir rebondir sur un petit peu le débat également. Et la question qui a été posée, c'est quel levier pour accompagner les acteurs du terrain. Et du coup, on va profiter de la question que Pierre-Marie, tu avais posée un peu plus tôt dans la séance, autour notamment pour mobiliser les acteurs, pour mobiliser les personnes qui sont volontaires, il faut des financements, enfin, prise en charge du déplacement, etc. C'était ça ta question. Alors c'est peut-être pas forcément, enfin, je lance la question un petit peu au public, à la salle, pour partager peut-être les expériences que vous avez eues autour de ça, et les besoins que vous avez ressentis sur ce secteur-là. Je ne sais pas si ce que je vais dire va être très constructif, mais je suis d'accord avec cette remarque. Et j'ai pas participé à l'élaboration du projet Agrigora 2050. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai déploré tout de suite, de voir qu'il n'y avait aucun financement qui était pris en compte pour les agriculteurs qui déjà travaillent dur, qui en plus nous offrent de notre temps pour travailler avec nous. Et du coup, vu que j'avais conscience de ça, en parallèle de l'identification et de la caractérisation des collectifs, on essaye de créer un document qu'on appelle Carotte pour essayer de leur donner envie de se mobiliser pour notre projet, de savoir ce qu'on peut leur apporter, en plus que des financements. Mais effectivement, pour moi, c'est une grosse problématique parce que ça se fait creuser la tête pour les mobiliser, et on a besoin effectivement de leur mobilisation. Au niveau de la recherche publique, donc nous, on répond souvent à des appels d'offres, et c'est vrai qu'il y a plein d'appels d'offres où il n'y a pas ces possibilités, enfin je ne sais pas Emmanuel, tu pourras peut-être en dire plus, mais il y a plein d'appels d'offres où il n'y a pas ces possibilités de dédommagement, de financement des acteurs. Et bon, en plus, je veux dire, dans notre groupe Coccinelle, on est un peu nouveau dans ce genre de démarche participative, et autant on a prévu des financements pour des déplacements, mais c'est pour des déplacements pour nous en tant que chercheurs. Et voilà, je pense après qu'il y a d'autres types d'appels d'offres où on peut effectivement envisager ce type de financement au départ, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas réfléchi au départ et qui s'annonce, enfin qui est vraiment un des nœuds du système. Je pense que cette question, elle est vraiment intéressante dans cette enceinte. Et moi, ce que j'aimerais renvoyer comme question, c'est le retour sur investissement. En fait, il ne faut pas oublier la finalité des travaux. La finalité, elle est quand même elle est pour l'agriculture et en particulier les agriculteurs. Et donc, on doit s'interroger sur finalement, est-ce qu'on est dans la cible ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on travaille simplement pour faire progresser la connaissance, ce qui est déjà bien, mais finalement, il n'y a pas de retombées sur le terrain, et là, ça doit nous interroger. Ou en effet, il y a des retombées sur le terrain, mais évidemment, ce n'est pas des retombées immédiates. Mais c'est bien cette question du retour sur investissement. Et qui est prêt ou pas à en prendre une partie, c'est la question qu'on doit se poser, en effet. Peut-être que dans
dans l'estimation des coûts des projets telle qu'elle est faite aujourd'hui, cette dimension-là n'est pas suffisamment prise en compte sur le coût de la contribution des différents acteurs. Et à ce moment-là, comment on peut, dans nos différents outils d'appel à projet, comment est-ce qu'on peut l'intégrer? Mais je pense aussi que ça doit nous interroger sur peut-être une forme de circuit court de retour sur investissement, c'est-à-dire que les acteurs engagés dans ces activités, comment les faire bénéficier le plus rapidement possible des retours de ce qui est fait. Ça, je pense que c'est ça doit aussi nous interroger sur nos pratiques. Finalement, qu'est-ce qu'on peut donner plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui et en priorité vers celles et ceux qui se sont engagés à nos côtés dans les projets. Je pense qu'il faut qu'on regarde l'ensemble du spectre, parce que la question du dédommagement n'est pas forcément, enfin du dédommagement en termes pécuniaires, n'est pas forcément trivial à traiter. Mais on doit se la poser. Simplement, rapidement, au-delà du dédommagement... Pardon, Fabien Sauvin, la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. En résumé, au-delà du dédommagement qui est importante, c'est aussi se poser la question, et aujourd'hui c'est peu présent dans les appels à projets, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est comment on peut travailler aussi sur, alors est-ce que c'est une caisse de sécurisation ou autre pour la prise de risque de cette innovation et de ces scénarios de rupture que vous travaillez, parce que je crois que dans Coccinelle c'est une des difficultés. Et est-ce que dans les scénarios de rupture qui seront proposés dans Tetrae, la frilosité aussi de l'engagement, c'est que on n'est pas sûr des tests et de ne pas se tromper, quoi. Donc à un moment, il y a sûrement à travailler là-dessus aussi. Cécile Payen, la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du dispositif PEPIT et PEI. Alors juste deux remarques. Moi j'avais discuté avec une station d'expérimentation qui fait des expés chez des producteurs et du coup qui a une convention avec eux et qui, en cas de perte pour le producteur lui facture la perte. Et du coup ça rentre dans les frais éligibles d'une expé sous forme de frais facturés. Voilà, c'est un exemple. Il y en a qui arrivent à trouver des solutions. C'était juste pour dire ça. Et puis après, du coup, dans le test de solution sans prise de risque, l'adaptation au changement climatique, je dirais que c'est pour les producteurs aussi. Donc je pense qu'il y en a déjà qui testent des choses pour s'adapter de fait. Voilà. Mais je ne suis pas productrice, donc je préfère laisser la parole aux producteurs. Oui, mais par rapport à ce qui vient d'être dit et puis ce qu'a dit Emmanuel, je pense que c'est dès le départ en fait qu'il faut intégrer ce sujet-là. Après, je pense que quand on revient à l'échelle de l'élevage qui pourrait servir un peu au déploiement pour moi, je pense qu'il ne faut pas l'approcher sur le temps passé ou les kilomètres faits par l'éleveur. Ça, c'est plutôt, limite, c'est son engagement et tout. Mais plutôt sur la prise de risque à l'évolution des... À un moment, il y a une prise de risque financière sur l'évolution de la mise en place d'une pratique. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à évaluer dès le départ dans le projet et qu'il y ait un volet financier. Et à la limite, elle est même pas, elle est pas systématique du coup. C'est pas tu t'engages, t'attends. C'est si effectivement par contre ça génère un risque, eh ben on vient prendre en charge le risque. Et si à l'inverse la pratique génère déjà de la performance économique, on n'a pas à venir alimenter et on déploie. Mais c'est finalement c'est sécuriser un peu l'engagement de l'agriculteur de cette façon-là. Et qui n'est pas un modèle très systématique où tu rentres, t'attends l'hectare ou t'attends la vache, t'attends machin, mais plutôt les résultats font que malheureusement ça peut avoir généré une problématique financière sur la ferme, et là du coup on vient abonder. Et sinon par contre on peut espérer qu'on n'abondera pas souvent parce que, si ça peut arriver bien sûr, mais on sait que les travaux montrent que généralement
la performance, elle s'accompagne aussi de performance économique et du coup, mais ça sécurise et ça peut peut-être être une façon de générer de l'engagement de la part de producteurs. Oui, enfin, cette question de la prise de risque, c'est déjà à nous de la prendre. Enfin, quand je dis à nous, les organismes de recherche notamment, enfin, nos installations et nos unités expérimentales, elles sont notamment là pour ça. Enfin, si possible, pas simplement foirer des trucs. Hein. Enfin, il y a aussi des choses qui marchent. Mais non, mais plus sérieusement, ça c'est vraiment notre... Enfin, sur l'amont, c'est vraiment notre travail. Et ça, il faut qu'on le revendique très fort. Hein. Et quand on va sur des opérations plus larges, plus de déploiement, etc., normalement, je dis bien normalement, il y a un certain nombre de points qui ont été dérisqués grâce à nos moyens propres. Après, évidemment, quand on passe à l'échelle, etc., il peut y avoir d'autres dimensions, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais l'idée, c'est quand même, si possible, quand on lance des choses, c'est qu'il y a une partie de dérisquage qui a été faite auparavant. Peut-être une précision par rapport au projet que présentait Laurent tout à l'heure sur cet aspect, donc, qui est financé par le LIT, donc c'est clairement du Living Lab. Donc il y a une part de recherche, d'expérimentation qui est faite hors site de recherche habituel, qui est faite in situ. Et sur cette partie-là, je me souviens le jour où on l'a présenté, c'était à Créaviande, je pense, puisqu'il y avait eu toute une étape de défense du dossier auprès du LIT et auprès de Créaviande. Je me souviens du débat, de dire mais finalement qu'est-ce qu'apporte l'entreprise dans ce cas-là. Et il y avait eu discussion autour du fait que l'entreprise finançait le risque chez les agriculteurs. Alors le risque, on l'avait évalué, mais finalement, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est des productions qui ont un coût de production peut-être supérieur. En tout cas, il y a du temps à y passer, il y a un risque pris, on a essayé d'y donner une valeur, et en contrepartie, quelque part, de l'argent de la recherche, et l'entreprise a rajouté du temps de salariés, alors qui est pour partie financé par l'argent public, et le fait de donner des compléments de prix aux éleveurs, parce que clairement, les animaux, au départ, ils sont valorisés sur une filière plus conventionnelle. Et donc sans la valorisation que l'on peut espérer de ce type de production, en tout cas il va falloir aller la chercher, et c'est l'entreprise, donc c'est la coopérative qui a apporté la différence. C'est clairement un investissement pour l'entreprise. La difficulté, c'est vrai que c'est qu'il faut donner une valeur au risque, qu'il faut mettre un budget en face, et c'est vrai que c'est sans doute de nature à limiter l'envergure d'un essai, ou même des fois dire on va pas tester l'option en plus parce qu'elle est trop risquée. Alors c'est là sans doute qu'il faut qu'on trouve les équilibres entre ce qui peut être recherché en site de recherche et ce qui peut être recherché en version Living Lab. Une autre remarque par rapport à ça, une autre question? Bonjour, Maximial, indépendant. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une interrogation sur la méthode. Depuis le début, il y a beaucoup d'intervenants on identifie qu'il y a des problématiques de système, il faut reconcevoir, reformuler les systèmes. Et je vois en réponse à ça une approche qui est très cartésienne, où on identifie, on recoupe un gros problème en plein de petits problèmes pour lesquels on trouve une solution. Moi, je m'interroge sur est-ce que la somme de ces différentes solutions qu'on va essayer de creuser, c'est la réponse au problème. Et dans les leviers, donc la question a changé, mais dans les leviers, en tant que personne qui intervient sur le terrain, la vision avec laquelle je vais aller dans le changement, enfin, le regard que je vais poser sur le système et sur ce vers quoi il peut tendre, elle va être différente. Alors je ne sais pas, c'est pas très clair, mais répondre par une somme de solutions à un problème qui est systémique et global, est-ce que c'est... comment on peut y répondre, quoi? Ouais, très bonne question, parce que c'est exactement la finalité du LIT tel qu'on l'avait imaginé. Et le LIT tel que c'est devenu, c'est ce qu'on est capable de mettre en place à l'heure actuelle. Donc,
Ce qui a été extrêmement difficile à faire comprendre, à faire accepter à nos partenaires et à mettre en jeu dans les expérimentations que l'on a, c'est l'approche systémique. Donc cette approche systémique, ça a un impact, c'est que ça oblige à changer le point de vue, la façon dont on fait et à se remettre profondément en cause. Et ça, c'est extrêmement difficile, et nous, les premiers au niveau de la recherche, ça nous a amené à essayer de travailler et à déposer des projets qui sont beaucoup plus interdisciplinaires. Donc ça, c'est une des actions que l'on va mener au sein de l'ISIT, qui vous a été présentée, qui est une action sur l'intégration à l'échelle du territoire et au niveau de l'interdisciplinarité, pour améliorer justement ce lien. Et dans un certain nombre de projets qui ont été présentés, il a été dit qu'il y a eu un travail avec des disciplines des sciences économiques et sociales, des SHS, ce qui semble une évidence, mais c'est loin d'être une évidence dans la façon de poser les problèmes et d'amener à faire émerger des questions qui vont permettre à trouver à tous ces chercheurs d'avoir un intérêt pour une valorisation scientifique de la production de connaissances. Donc ça c'est un premier levier qui était extrêmement important. La deuxième chose que l'on a eue, et on a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, c'est à transformer des questions qui étaient des préoccupations de tous les jours des groupes ou des éleveurs en une question scientifique ou une problématique sur laquelle on va pouvoir proposer de tester un certain nombre de choses. Voilà, je regarde en particulier Géraldine, avec qui on a beaucoup travaillé sur un projet qu'on n'a pas pu vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Fertimicro, qui se base simplement sur les questions de fertilité et du maintien de la fertilité. Et on s'est rendu compte que quand on a travaillé avec les éleveurs, ceux qui mettaient derrière même le concept de fertilité, c'était des problèmes qui étaient innombrables. Et donc arriver à partager sur cette question et à arriver à faire développer un consensus au sein du groupe en disant on va travailler par exemple sur la gestion des fluents, on va travailler sur telle et telle chose, ce sont des choses qui prennent énormément de temps. C'est une des vertus de faire poser. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire comprendre aussi dans ces démarches Living Lab, c'est que le résultat, des fois, n'est pas forcément ce qui compte le plus, mais c'est aussi ce qu'on arrive à faire produire au sein d'un groupe qui est souvent bloqué autour d'un problème et d'une problématique, simplement parce qu'elle n'arrive pas à la formuler de façon correcte, et donc à poser vraiment la question et à faire exprimer vraiment quel est son besoin. Donc ça c'est une des plus-values, c'est une des choses qui est les plus difficiles à faire passer dans un projet et à faire financer dans des appels d'offres. Donc ça c'est, voilà, parce que la première chose qu'on nous demande, c'est quel livrable vous avez derrière, et quand on dit on va amener les gens autour d'une table pour qu'ils réfléchissent ensemble à leurs problèmes, le taux de succès est loin d'être garanti. Voilà, mais ça c'est ce que j'ai appelé les besoins d'ingénierie projet. Les deux animatrices qu'on a recrutées pendant 36 mois, et encore une fois, je remercie vraiment les financeurs qui nous ont fait confiance de financer ça, ça représente près de 100 kg €, donc c'est pas rien en termes de masse salariale. Elles ont passé l'essentiel de leur travail à accompagner les collectifs dans de l'ingénierie financière. C'est-à-dire de savoir comment arriver à monter les dossiers, comment arriver à répondre aux attentes, comment justifier, valoriser, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aussi au niveau du cluster herbe. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de simplification, parce qu'en général, ça se traduit par une complexification, mais de réfléchir à quels sont les dispositifs appropriés d'accompagnement par rapport aux besoins que l'on a. Il y a une énorme diversité qui existe, et je pense que pour l'instant on n'a pas forcément toujours trouvé le bon. Voilà. Mais pour revenir à la question de cette approche systémique, c'est vraiment une des plus-values. Alors sur le livre, pourquoi est-ce qu'on avait proposé cette méthode ? Il y a deux... au départ on avait été intéressé par deux projets qui étaient dans le secteur médical, par exemple, qui ont été de mise en place des Living Labs simplement pour améliorer le traitement de certains cancers par l'implication des malades dans le protocole de soins. Et donc ils travaillaient vraiment, c'était des gens qui suivaient et qui pouvaient exprimer directement leurs ressentis et qui ont amélioré grandement les taux de succès et les adaptations des protocoles. Et c'est vraiment de la co-construction, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'usager, c'est vraiment l'usager final, c'est la personne qui se fait soigner, et l'accompagnement, c'est le corps médical avec tout un tas de choses qui ont été faites. Et le deuxième cas où les expérimentations Living Lab marchent très bien, c'est dans les cas de l'urbanisme. Par exemple, lorsqu'on veut améliorer la production d'un écoquartier,
par exemple, sur le cas que l'on a eu, ça a été l'insertion dans un écoquartier d'une population qui était en handicap mental, et de dire comment on le fait accepter, comment on adapte, etc. Comment on le fait. Donc là, on a des projets concrets où les gens vont être vraiment au cœur. Le risque que l'on avait, c'est que la population, et Clémence l'a dit, c'est que nous, on essaye de s'intéresser à des collectifs qui sont diffus et qui, au départ, ne s'identifient pas nécessairement comme étant les premiers usagers. Et ça, c'est la première chose que l'on doit faire, c'est-à-dire que d'arriver de convaincre, que ce soit au niveau d'industriels, d'éleveurs ou autres, qu'on a besoin de leur implication parce que ça va être pour leur propre bénéfice, c'est en ce sens-là qu'il y a besoin d'une animation extrêmement construite. Voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que, effectivement, sur beaucoup de ces projets, la première demande que l'on a sur des termes de financement, c'est de la masse salariale pour pouvoir avoir des animateurs. Ça a été dit dans plusieurs projets, parce que c'est eux qui vont assurer ce lien-là. Et suivant la qualité de l'animation, on va avoir des prises en main par les collectifs, mais sur les collectifs et sur les projets que l'on a, et ce que l'on en voit, c'est que le jour où l'animation s'arrête, tout s'arrête. Or, dans le principe du Living Lab, c'est de se dire, c'est d'aller sur un niveau de maturité du collectif qui soit suffisant pour que le groupe se prenne en main et trouve le relais pour assurer ça. Donc ça va peut-être se traduire de se mettre dans une structure associative qui va employer un salarié, etc. On en reviendra peut-être à ça. Mais trouver le levier financier à la fois pour accompagner le risque, son implication et son animation, c'est vraiment un enjeu. Et une fois qu'on a dépassé ça, oui, après on peut aborder des questions un peu plus systémiques. Mais les projets l'ont fait, c'est un peu l'étoile que je vous ai montrée avec la distribution, les projets l'ont fait de façon inconsciente, parce qu'on serait arrivé en leur disant vous devez répondre aux cinq grands enjeux, on n'aurait aucun projet qui l'aurait fait. Or on se rend compte que majoritairement, la plupart des projets répondaient entre 3 et 4 enjeux par rapport à ceux qu'il y avait. Donc en ce sens-là, même si leur problématique était très ciblée, ils avaient pris en compte que ça allait toucher un certain nombre d'autres choses, et là on approche le système. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que, c'est Guy Durand, président de l'IVG, sur ce qu'avait dit Bruno ce matin. Il a dit que le cluster arabe c'était génial. Je confirme. Pour venir d'une autre, pas de la même région, mais d'un autre massif, je ne l'ai pas découvert parce que je savais qu'il existait, mais j'ai vu que la Chambre régionale faisait quelque chose au niveau régional. Est-ce que ce cluster arabe ne devrait pas un peu s'étendre? Et il y a quand même eu un gros travail de fait, et je pense que ce travail mérite d'être mis en valeur un peu ailleurs. Je suis un peu jaloux quand même de ne pas habiter dans le massif central, quoi. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça. Donc voilà, après je pense que... Oui, mais ça je le savais. Donc j'ai aussi 2-3 points que j'ai relevés, c'est-à-dire entre autres que tous les animaux ne mangent pas de la même façon, pas la même herbe. Le vétérinaire a travaillé que sur le bovin, peut-être qu'il y aurait des choses à faire sur d'autres espèces d'animaux. Et ça, c'est intéressant justement si on le développait sur plus grand. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, quoi, voilà ce que je veux dire. Et c'est vrai que là, je parle plus d'avenir, mais comme je ne suis pas là, sûr d'être là ce soir, j'en parle maintenant parce que je peux avoir le micro, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'en profite, pour le dire maintenant. Voilà ce qu'il y avait de plus particulier pour moi. Voilà. Merci. Je vais rebondir là-dessus. Moi, je me posais une question par rapport justement à l'adoption des pratiques dont on a parlé, que ce soit l'élevage des veaux sous la mer ou l'élevage de génisses viande à l'herbe, par rapport au contexte filière, notamment l'élevage des veaux sous la mer et le contexte AOP, où c'est que la demande porte plutôt autour du lait. Et dans le cas des génisses à l'herbe, dans la coopérative, comment est-ce que des systèmes basés sur l'herbe, enfin, comment la coopérative, avec ces deux activités à la fois d'approvisionnement et d'abattage, gère ce compromis entre on prône des systèmes qui consommeraient moins de concentré quelque part, etc. Du coup, c'était un peu l'approche filière sur les deux volets, à la fois le lait et la viande. Et quel blocage ça peut créer, notamment parce que j'imagine qu'il y en a.
je commence et je parlerai le micro à Benoît après. C'est une bonne remarque. Et je pense que si le pastorage tournant ne s'est pas développé plus que ça, c'est sans doute parce qu'au sein de la coopérative, on ne le pousse pas plus qu'il faut. Voilà. Heureusement, on a des éleveurs moteurs on a des éleveurs moteurs et dirigeants de la coopérative qui, eux, le mettent en place et font bouger les choses. Mais bon, voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, la coopérative, c'est un ensemble, effectivement. L'agrodistribution, c'est une chose, c'est pas une finalité en soi. Hein. Pour moi, une coop d'agrodistribution, c'est là pour apporter ce dont les éleveurs ont besoin. Hein. C'est pas là pour leur vendre ce dont ils n'ont pas besoin. Donc si la filière, si on arrive à développer une filière au sein du groupe Altitude qui fait tourner le groupement, qui fait tourner l'abattoir et qui ne mange pas d'aliments, le groupe sera gagnant quand même. Hein. Donc ça, je suis pas très inquiet là-dessus, quoi. Et après, par rapport à la filière laitière, moi je crois beaucoup, trop sans doute, mais au développement du croisement lait-viande. Je pense que dans notre massif central, avec les AOP, je pense que c'est par rapport au bilan carbone, ma voisine, là, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des élevages à la fois efficients, de produire à la fois du lait et de la viande de façon la plus efficiente possible, en ayant des bilans carbone les meilleurs possibles et des efficiences aussi protéiques nettes les meilleures possibles. J'y crois beaucoup, jusqu'à ce qu'hier matin je croise le directeur de l'abattoir dans la cour et il dit, tu sais Laurent, c'est bien de croiser les viandes, mais ça sera au prix de la laitière, quoi. Il faut pas rêver, quoi. Ah, bon, il y a encore du travail. Cette partie-là, il me l'a dit ce matin. Non, mais effectivement, enfin, il y a aussi une chose, ce que je disais en aparté à Bruno, aujourd'hui, les femelles qui font de l'engraissement, elles partent à 9 mois, elles montent dans un camion, elles partent en Italie. Elles n'en gagnent pas plus sur le territoire. Et la coopérative, finalement, c'est tout un tas d'activités. Pour nous, en tant qu'adhérents, en tant qu'éleveurs engagés dans on se dit la COP, ça doit être un outil qui donne des solutions aux paysans. Alors, la traduction derrière par des équipes avec des objectifs commerciaux et tout ça, effectivement, on peut y trouver sans doute des fois des petites dérives. Pour nous, par contre, il y a un enjeu de transformation, enfin de transformation de l'outil en soi, et il faut qu'on soit capable à la fois de faire vivre les différentes activités et de se poser la question de qu'est-ce qui existera demain. Et alors, peut-être que l'initiative d'élever des animaux et de les engraisser et de les finir à l'herbe, peut-être qu'elle fera pchit, peut-être que demain elle fournira des solutions à plein de paysans. J'espère la deuxième solution, franchement. Après, c'est pas des animaux qui mangent rien non plus, mais c'est aussi des animaux qui valorisent des services, d'autres services de la coopérative, qu'on est plutôt en train d'essayer de développer, qui visent à travailler la composition des prairies, la manière de gérer les prairies, pour travailler l'efficience protéique, l'autonomie protéique des exploitations, l'autonomie énergétique sur les exploitations. Enfin, je parle énergétique, je parle en UF, pas en kilowatt. Même si, sans doute, un jour on nous dirait qu'il y a des choses qui sont liées. Mais, voilà, tout ça, c'est aussi des nouveaux métiers, des nouveaux services que la coopérative et d'autres outils d'accompagnement, d'ailleurs, sont amenés à pouvoir développer, sans doute dans un premier temps à faire cohabiter avec les services existants, mais qui amènent des solutions et qui sont aussi un autre modèle économique. Et on a besoin de pouvoir le faire. Bruno Douniez de l'association Port-Montagne. Oui, il y a des ports dans le Massif central, comme si à clair, n'est-ce pas Benoît? Non, moi, ma réflexion va dans le prolongement. Je pense que dans nos approches, notamment sur le changement climatique, on aborde beaucoup les questions sous l'angle de l'exploitation, du groupe d'exploitation agricole. Et en fait, moi je travaille sur une structure qui voit l'ensemble de la filière, d'une filière. Je pense qu'on ne se pose pas suffisamment la question des modifications que ça va apporter dans l'aval de nos filières, de nos outils qui emploient aussi du monde sur le territoire. Et tout à l'heure, quand j'entendais que dans l'évolution de la ferme laitière durable, on remplaçait une filière longue par un atelier fromager,
ça me posait une question qui était sur le travail, qui va faire le travail, on pourra le faire. Mais je pense que ça illustre aussi, pas complètement, mais c'est un des aspects de la modification que ça va pouvoir apporter sur l'organisation de nos filières, sur l'approvisionnement de marchés de proximité qui peuvent se trouver peut-être saturés. Alors bon, moi j'ai quelques années au compteur. Il y a 30 ans de ça, je disais que de toute façon les produits fermiers, ça ne pourra pas se développer. Et à un moment donné, on va taper dans un mur parce qu'il n'y aura plus les clients ou ils seront trop loin. Bon, j'ai eu tort, puisque les produits fermiers se développent toujours, ce qui est une bonne chose. Mais malgré tout, cette conséquence et ces implications sur l'organisation de nos avals, en filière longue ou en filière semi-courte, est quand même à prendre en compte. Et je pense c'est un aspect qui mériterait aussi d'être plus travaillé. Voilà, c'est un petit commentaire. Je vais rebondir un peu sur la question de Mathieu, sur la vôtre. Ce qu'on a essayé de mettre en place pour une partie des veaux laitiers de l'expérimentation système que l'on mène à Marcenat, on s'est heurté très vite au fait qu'on ne pouvait pas le mettre en place pour l'ensemble. On a pu le mettre en place que pour les veaux qu'on arrive nous-mêmes à vendre en circuit court. Et tous les autres, on a eu le même problème que vous, c'est-à-dire que nos veaux élevés par leur mère au lait et au pâturage, et la filière nous les a repris pour rien du tout, parce qu'ils n'entrent dans aucun schéma de distribution. Donc il y a des choses à développer, mais c'est dur, que Laval s'en empare sans qu'on lui ait montré avant qu'il y avait réellement un intérêt économique. Et donc, là aussi, à qui doit prendre le risque? Qui doit s'engager? Jusqu'où la recherche doit s'engager? Quand est-ce qu'elle doit passer la main? Ce sont plein de questions qui nous taraudent. Je suis désolé de monopoliser un peu le micro. Je voulais parler aussi de l'herbe. Est-ce qu'on s'est inquiété de l'herbe du pastoralisme de la montagne? Alors nous, c'est vrai que dans l'Isère en particulier, on a beaucoup de montagnes, on a beaucoup de pastoralisme, puisque tous les moutons du Midi viennent manger chez nous l'été. Donc tant mieux, hein, c'est pas un reproche. Et il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'herbe, parce que c'est pas la même, et c'est autre chose, c'est différent. Le carbone, quel rôle il peut jouer ici à cette hauteur-là et tout, comment ça se passe, quoi. Et puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on ne travaille pas assez non plus sur les races locales qui ont un intérêt, puisqu'on sait très bien que les races locales, elles étaient là parce qu'elles avaient un terroir. Et ce terroir, ce matin on n'en a pas parlé, on a parlé de territoire, mais on oublie un petit peu des fois le terroir. J'en ai déjà parlé ce matin un petit peu au travers du fait que le Massif central avait été différent des autres massifs, et je pense qu'il y a peut-être aussi, chez le cluster herbe, à penser à ça, quoi. C'est sûr que le pastoralisme, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le cluster, qui parle bien des ressources herbagères et pastorales. Du coup, Romain Chen, je travaille chez Auvergne et Cible, donc justement le petit terme pastoralisme m'a un peu attiré l'attention. Du coup, on a plusieurs exploitants, donc on réalise des enquêtes pastorales à l'échelle de l'Auvergne, et on rencontre des éleveurs par commune sur un territoire donné. Et il y a 2-3 fois plusieurs questions qui se sont posées sur la transhumance inverse. Donc, où justement, pour aller chercher un peu de l'autonomie fourragère, des éleveurs qui sont basés dans le Cantal ou le Puy-de-Dôme, plutôt en montagne pour la partie estivale, inversaient du coup en fait leur déplacement et se déplaçaient plutôt l'hiver pour aller chercher une ressource herbagère ailleurs. Donc, la Charente on a fait un peu la demande. On a des journées à l'Association française de pastoralisme qui organise des journées de l'AFP qu'on a pu organiser nous l'année dernière dans le Cantal. Et du coup, ils ont un peu le même principe de transhumance, mais au niveau zéro, quoi, en fait, altitudinal. Et derrière, il y a voilà, cette question pour permettre aux éleveurs d'acquérir de l'autonomie fourragère, et aussi potentiellement de mieux valoriser aussi leur
leurs animaux. Est-ce que voilà, cette question de transhumance inverse, on se la pose, et est-ce que voilà, ça peut être un sujet qui peut se développer à l'échelle de différents acteurs, et voir comment on peut mettre ça en place. Oui, bonjour, Laguioni Théo, je suis de l'association pour le pastoralisme de la montagne limousine. Et en effet, sur la transhumance inverse, nous aussi on réfléchit à ces questions-là, enfin, notamment mon collègue technicien. Et en effet, on a déjà des éleveurs qui pratiquent cette transhumance inverse, et ça répond à des questions très intéressantes, en effet, en termes de ressources foragères. Et nous, c'est plutôt dans le Lot, qui est moins loin de chez nous. Donc juste simplement sur ces questions-là, 2026 va être l'année mondiale du pastoralisme. Donc on invite toutes les personnes intéressées à prendre contact ou à participer au comité scientifique et technique, de façon à pouvoir justement faire émerger des projets ou des actions intéressantes, et d'avoir des propositions dans le cadre de ces animations-là. Donc c'est pas d'attendre 2026, mais simplement il y aura des groupes de travail peut-être, et puis des questions qui peuvent émerger pour montrer l'intérêt ou le renouveau du pastoralisme dans un certain nombre de régions. Il y a des initiatives qui vont se construire au niveau d'INRAE, mais c'est vrai que ça serait bien de pouvoir les relayer dans les différents massifs. Voilà. Et sur l'intermassif, donc juste simplement pour dire qu'on essaye de construire des choses, donc dans le cadre de projets, on a eu des projets Casdar qui ont été transmassifs, Pyrénées, Massif central, et puis Alpes du Nord, donc pas Alpes du Sud, c'est encore une autre région, et c'est pas dans... Voilà. Mais par contre, c'est vrai que sur les échanges que l'on peut avoir, il n'y a pas de blocage particulier. Par contre, peut-être que les structurations et la façon de travailler ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on a, et donc des fois on a besoin d'avoir des temps d'adaptation sur les systèmes d'élevage. Et puis le positionnement aussi, un autre point de blocage qu'on avait vu avec les algues qui était très fort quand on en avait parlé, c'était l'articulation avec le tourisme d'hiver. Et c'est quand même un point de différence qui est fondamental sur la place de l'élevage par rapport à sur ces questions-là, mais qui avait posé je sais qu'on avait beaucoup travaillé autour de la question des doubles actifs, par exemple, et de la diversification qui avait amené à réfléchir aussi sur la façon de conduire les systèmes, même ailleurs. Donc il y a des questions et des préoccupations. Quand l'occasion se présente, c'est avec plaisir, mais c'est projet par projet. L'Isère a déjà fait du pastoralisme inversé au point zéro dans le Var, il y a 40 ans. C'est pas nouveau, ça continue. Moi j'ai descendu des chevaux il y a 20 ans sur les barrières à incendie dans le Var, donc on sait, on fait, on connaît, mais le problème c'est qu'on a des difficultés, la preuve, vous venez de le dire, on a un petit peu des difficultés à se mettre en harmonie aujourd'hui entre... La région s'est beaucoup agrandie, c'est très loin, et quelquefois on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, et c'est dommage. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se relie un petit peu mieux. Pour les pastoralistes, il y a une thèse à l'heure actuelle qui se développe au l'ESSEM, donc sur Grenoble, qui travaille justement sur ces questions, sur les nouvelles techniques de pastoralisme, et de travailler sur ces questions, pastoralisme inversé, proximité, etc. Toutes ces questions-là. Parfait. Pour la deuxième partie de votre question par rapport au lien avec les races locales, je vous invite aussi si quelqu'un veut rebondir, mais on en parlera en long, en large et en travers cet après-midi lors de l'atelier. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant qu'on passe faire la pause du midi? Très bien, merci bien. Donc retour à 14h30.